chemise est folle. On dirait que je vends du cuir à Kemer. En Turquie, sans rigoler. On dirait vraiment un mec qui vend du cuir en Turquie. Je l'enlève de suite. C'est horrible. Là, je la vois à l'antenne, c'est une catastrophe. Je la donne à Roger. Tiens, mon Roger. Tiens, je la donne. C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Merci d'être là, les chéris. Vous étiez encore très nombreux. Hey, hey, hey. Je suis extrêmement heureux de vous voir, les chéris. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les soirs. Je vous aime. Merci le public. Merci les chéris. Merci. Je suis très heureux de vous retrouver tous les soirs. Merci au public qui vient nombreux aussi nous voir. Très nombreux un soir. Voilà. Sans rigoler, ils sont les uns sur les autres, comme on dit. Alors, il y a un mec qui va absolument que je le voie. Salut, mon bébé. Ça vient de faire ça. Bonsoir, non, c'est lui. Bonsoir, bonsoir, ça va bien. Merci d'être là, merci. Merci, il y a le chauffeur de bus qui est là également, merci. Merci à lui, merci. Juste après TPMP, les chéris, il y aura Discount avec Olivier Barthélémy, Corinne Maziro. Ça, c'est un film qui est extrêmement bien noté, j'ai vu. Genre, toutes les critiques disent c'est génial, etc. Je l'ai jamais vu. Ben, ce sera l'occasion de le voir ce soir. Merci. Comment allez-vous? Merci. Très bien. C'est important. Merci. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une surprise pour moi. C'est qui? C'est moi. Ah, c'est vous, Benaïm? Oui. Eh bien, c'est annulé. Merci. J'adore. Twist, t'as bien dansé le twist. Je voulais parler de vos derniers exploits, Cyril. Évidemment, exploits sportifs. Ah. Parce que dans plein de domaines, vous faites des exploits. Benaïm, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de vous foutre de ma gueule à 18h55. Hein, c'est bon. En l'occurrence, exploits sportifs, puisque avec Théo Zapata, 35e joueur mondial, vous avez disputé ce qu'on appelle un P500. P500, c'est pas grand-chose. Non, mais vous plaisantez, c'est pas mal. Non, c'est pas grand-chose. C'était à Dijon. C'était dimanche. Ouais. Et vous étiez tête de série numéro 1. Exactement. On a gagné. Et vous avez gagné. Donc en fait, c'est normal parce qu'on était tête de série numéro 1, donc on n'a pas fait un exploit de fou non plus. Bah si, attendez. Vous étiez hyper content. Oui, j'étais content. Bah, t'es toujours et plus on a content. les petites photos, quand regardez tu gagnes là, que quand vous tu êtes perds. formidable. Il n'y a que Gilles Verdès qui est content quand il perd dans les sondages, c'est tout. C'est vrai. Ah, vous avez des photos? Oui, évidemment, j'ai des photos de vous en pleine action. En forêt. C'est beau la verdure derrière. Vous êtes à fond. Ouais, c'est vrai. Et Théo est à fond, hein. Ouais. Bah, vous aussi, non? J'adore ce mec. Ah bah bien sûr. Là, moi, j'ai une petite question parce qu'il est espagnol. Oui. Et vous parlez espagnol couramment? Bien sûr que je parle espagnol. Donc vous parlez en espagnol? Bien sûr. Lesa la bala. Lesa la bala. Pose-toi disitas. D'accord, ok. Fais gaffe à ta testas. Voilà. Tout simplement. Voilà, merci. Et ce week-end, il y a un P2000. P2000, il y en a 4 dans l'année. C'est les plus gros tournois de l'année. P2000. Ça va être compliqué, mais on va essayer. C'est ouvert au public? C'est bien sûr que c'est ouvert au public. Les téléspectateurs peuvent venir vous voir? Bien sûr. Ça sera où? Saint-Denis. Vous êtes tête de série quoi? 14. Pas mal. Donc le plateau est très relevé. Ah, il est plus que relevé. Ouais, le plateau, c'est pas un plateau de fromage. Hein. Je vous le dis. Et donc, Valérie. Voilà. Et donc voilà, je voulais vous féliciter. Je vois ça, c'est quoi ça? On m'a dit que c'était par rapport à vous. Alors ça, on m'a pas dit. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une coupe ou un trophée. Il y a un trophée. Il y a le trophée. Il y a un trophée. Alors, je voudrais dire, à 18h57 pour les téléspectateurs, c'est John le prof. C'est votre coach. C'est mon coach historique. Ok. C'est lui qui m'a mis au paddle. Qui a fait de vous le monstre que vous êtes C'est lui qui m'a tout appris. Voilà. C'est un génie, hein, du paddle. Qu'est-ce que j'ai pas Vous le fait? sachiez. Ça va, mon chéri? John, hey, je suis content de le voir. T'es beau, toi. Oh. T'es pur. Tu m'as ramené un trophée? Alors, je t'ai ramené parce qu'on avait fait un truc pour le Mais il P100. est cassé ou quoi? Non, il n'est pas cassé. D'accord. On avait fait un truc pour le P100. On avait fait un truc pour ton premier P250. Ah ouais, c'est Et là, vrai. maintenant, c'est pour le premier P500. C'est vrai, il a raison, Ouais. Donc je le mets là comme ça? Donc là, tu mets comme ça. D'accord. C'est beau. Voilà. C'est incroyable. Ah, franchement, c'est beau. Ah, c'est Et beau. voilà. Oh là là, c'est beau. Merci, mon bébé. Qu'est-ce que je l'aime. Eh, John le prof. On l'adore. Je suis content de le voir. Et ce week-end, il y a le P2000. Hein. Il y a le P2000. Exactement. P2000, c'est chez lui. Hein. Question à John le prof. Oui, c'est John le prof. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des informations sur Cyril, ses points forts? Il était inquiet. Ah, ça fait quand même quelques temps qu'il joue plus beaucoup. Il n'a pas beaucoup joué cet été. Au mois de septembre, c'était un peu délicat. Et depuis le Covid, là, il n'y a pas très longtemps, on était malade. Ouais. Tout de suite, boum, ça a commencé à être mieux. il est Et grand. puis avec Théo, ça commence à venir un peu mieux. Et il commence à se comprendre un petit peu. Mais on ne va pas divulguer les informations avant le P2000. Évidemment. J'ai une Ok, question. P2000. Question pour le coach. Est-ce qu'il a encore une marge de Ah progression? oui, grosse.
Alors, en espagnol. La question, c'est. Ouais, bah toujours. C'est un nouveau sport, donc forcément, il y a toujours des marges de progression. Sinon, ce serait grave. Mais voilà. Un pronostic pour le P2000 ? Catastrophe. Non, P2000, ça va être dur. P2000, ça va être dur. Après, il joue avec un joueur qui n'est pas au top. C'est pas Théo. Il est très bon dans un autre domaine, l'autre. Non, mais il est très fort. C'est horrible de dire ça. Non, Miguel est très fort. En fait, le joueur avec qui il joue, c'est pas le même joueur. C'est-à-dire que Miguel est aussi fort que Théo, mais défensivement. C'est-à-dire que Théo est un attaquant, il est très fort en attaque. Et Miguel, c'est un des meilleurs joueurs. En défense. Exactement. Il est exceptionnel. C'est-à-dire que là, c'est à vous d'attaquer. Non, et donc moi j'ai besoin. Vous êtes un bon défenseur aussi. Moi j'ai besoin d'un bon joueur à gauche. D'ailleurs, je sais même pas si je vais jouer où je vais jouer d'ailleurs. Écoute, tu verras. Ok. Bon, bah, merci. On va en discuter. On en parlera parce que là on est en train de voir si je joue à droite ou à gauche. Mais comment on choisit la personne avec qui on joue? Bah c'est celui qui veut bien jouer avec nous. C'est celui qui est dispo. Non. D'habitude, je joue toujours avec Théo. Très souvent avec Théo. Mais là, Théo pouvait pas. Et donc, je joue avec Miguel, avec qui j'ai joué de nombreux tournois, qui est un garçon que j'aime, qui est un garçon. C'est un amour de mec. Mais j'y crois. J'y crois. Et c'est mon partenaire en équipe. C'est avec lui qu'on a été champion de France. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de se procurer les maillots mouillés que Cyril propose? Bon, c'est bon. Allez, arrêtez. On l'a mouillé exprès. Oui, Gilles Verdel. J'ai une question pour le coach. Est-ce que Cyril vous écoute toujours? Parfois, jamais. Parce que. On a le droit de dire quoi? On a la réponse. La vérité. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Après, je suis pas tout seul dans son entourage. Donc, il faut plusieurs personnes. Il y a Jérôme Inzerio. Il y a Jérôme, effectivement, que t'adores, qui t'adore aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est en fonction de sa personnalité, en fonction de ses humeurs aussi. Oui. Que des fois, c'est surtout en fonction du centre où c'est le plus rapide pour venir et tout. Donc voilà. Et Théo, il faut savoir que Théo Zapata, je le dis aux téléspectateurs, mon partenaire, il a un très fort caractère aussi. Oui, très nerveux. Ouais. Très nerveux. Donc je vous cache pas que qu'on s'est encore embrouillé dimanche. Oh, c'est pas étonnant. Mais je vous jure, on s'est encore embrouillé, on s'embrouille à tous les matchs, mais on s'adore. Oui, mais on s'embrouille à tous les matchs. Il y a la frustration. Et comme moi, je l'insulte en français et lui, il m'insulte en espagnol, on se comprend pas. Non, mais c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, c'est un truc de fou, oui. J'ai une vraie question, parce que j'ai fait un foot avec Cyril et les gens n'osaient pas le toucher parce qu'ils étaient intimidés, ils avaient peur de le blesser, etc. Est-ce que dans le paddle, c'est le cas? Est-ce qu'ils sont intimidés par ça? Alors là, s'ils peuvent allumer, ils y vont. C'est pour ça qu'en fait, il joue énormément. Il joue 75% du temps. Donc après, derrière, oui, effectivement, il est avec une personne un peu plus forte, effectivement, même très très fort, mais il joue 75% du temps. Donc les 25%, l'autre, il faut pas qu'il se rate. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand il se rate, c'est compliqué pour l'équipe, quoi. Ça veut dire que l'équipe adverse, en fait, joue sur lui? On joue beaucoup. Forcément, on joue entre guillemets le point faible de l'équipe. Donc avec Théo, qui est quand même dans les 50 meilleurs mondiaux, forcément, on va pas s'amerder à jouer trop sur lui. D'accord. Donc forcément, mais il joue énormément de balles. Donc bonsoir, oui. Ouais. Oui, à votre niveau, est-ce que vous commencez à gagner de l'argent de votre sport ou à partir de quand vous en gagnez? Au tennis, quand on est 500e, on gagne de l'argent. Sachez que je perds beaucoup d'argent. Ah oui. À partir de quand ça commence? Non, on perd beaucoup d'argent parce qu'il faut aller sur les tournois, les chambres d'hôtel. Ah non, je perds beaucoup d'argent. Et si vous faisiez un partenariat avec OP2000? Allez, merci. On peut y aller. Merci John. Merci John d'avoir été là. Merci au partenaire John que j'aime. C'est un amour de mec. Qu'est-ce que j'aime ce garçon. Ah, ma mère, regardez ce que me dit ma mère. Oh, c'est un amour. Je vais venir te voir jouer. Elle va venir au P2000. Ah, ça fait plaisir. Ah bah ça me fait plaisir. C'est la première fois qu'elle viendra à un tournoi. Ça me fait plaisir. C'est vraiment merci. Et si vous voulez venir, bien entendu, vous êtes les bienvenus, les chéris. Vous allez voir le piètre spectacle que je vais vous donner. Non, ça va être énorme. Je suis très content. Je suis très excité. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez des passions dans la vie? Est-ce que vous avez une passion particulière? Le badminton. Le badminton, oui, c'est vrai, il faudra qu'on joue ensemble d'ailleurs. Ça fait longtemps que vous lui promettez. Vous savez que demain, vous êtes avec moi. Ah ben oui. Vers quelle heure? 11h, il est. 11h. Non, mais alors, c'est une très mauvaise idée parce que j'ai bien réfléchi, Cyril. Là, vous avez un énorme tournoi, un gros enjeu, donc vous n'allez pas perdre votre temps cette semaine avec quelqu'un comme moi. Là, vous êtes dans un process d'entraînement. Je ne perds jamais mon temps à vos côtés. La semaine prochaine, quand la victoire du. Non, parce que la semaine prochaine, j'ai un P1000 encore. Quelque chose à faire demain. Et la semaine d'après, j'ai un P1500. Donc, vous êtes genre plein. Ça sera toujours comme ça. Venez demain, je viendrai vous chercher. Ah, pas mal. Ah ouais? Plaisir, oui. Ok. Ça me fera plaisir. Vous savez, et je ne perds jamais mon temps avec vous, Géraldine. Oula. Une minute passée avec vous est une minute de bonheur. Oh là. J'attends la suite. Une minute avec Géraldine, c'est une heure avec les autres. Oh là là.
Voilà. Ça vous fait plaisir? Ça me fait très plaisir, mais j'attends la suite. Il n'y en a pas. À demain. Je m'attends. Les chéris, j'ai feuilleté la presse internationale ce matin et je suis tombé sur un projet de loi qui a été déposé aux Philippines. C'est un projet pour que les gens qui ont une séparation amoureuse aient des jours de congé. Ah ouais. Vous, est-ce que vous avez déjà vécu une rupture amoureuse qui vous a mis mal ou un truc qui vous a fait rire? C'est quoi votre rupture amoureuse la plus chaotique, Gilles Verdez? Gilles Verdez. Ça sort automatiquement. L'association d'idées. Je voulais le mettre en confiance. J'ai vécu que des séparations douloureuses. Parce que malheureusement, j'attends que ça se dégrade. Je ne résous pas les problèmes quand ils s'accumulent et j'attends que ça explose. Et la dernière, j'en ai eu deux dramatiques, enfin une qui était il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, à peu près 4-5 ans, où là, assez classiquement, elle m'a tout jeté, elle m'a donné, je revenais de Paris, elle m'a demandé... On recommence. La rupture amoureuse de Jean-Michel Maire, deuxième, c'est parti. On y va, merci, on n'a rien compris. Merci. Alors, donc, bonsoir. Il n'y a eu que des ruptures douloureuses. Bonsoir, Gilles Verdez. Parce que j'attends, je suis un peu lâche comme tous les hommes, j'attends un peu que ça s'accumule, je prends pas les devants pour résoudre des problèmes, etc. Et la dernière, c'était il y a 4-5 ans, j'habitais avec ma copine au premier étage d'un immeuble, je reviens de Paris, j'arrive du train, j'arrive devant l'immeuble, j'habitais dans le sud à ce moment-là, et je pris, ça c'est assez classique, toutes les affaires par la fenêtre, elle m'a envoyé toutes mes affaires sur la gueule. Et voilà, donc, je ne sais pas ces péripéties, mais après, s'est enchaîné des messages d'insultes, mais sur tous les réseaux. C'est-à-dire, je recevais 50, 60 messages par jour d'insultes. Et du coup, je l'avais bloqué sur tous les réseaux, partout, même sur LinkedIn, partout, elle ne pouvait plus m'envoyer un message. Et là, elle a eu un coup de génie, elle m'a envoyé un message d'insulte, le dernier, en me faisant, vous savez quoi, elle m'a fait un virement bancaire de 0,01 centime en mettant une espèce de connard, dégage, etc. L'intitulé du virement. Alors l'anecdote est nulle. J'ai même Vous avez oublié la cherché des question. insultes par virement? On la comprend pas. On a même oublié. Elle m'a fait un virement bancaire, l'intitulé, l'objet du virement, c'était espèce de connard, dégage, comme ça. C'était le virement. Est-ce qu'on peut Vous avez jamais vu ça? J'y crois pas. J'y crois pas. C'est faux. C'est faux. Mais qui inventerait ça? Je vous confirme que c'est faux. Ouais. C'est faux. Ouais, c'est sûr que c'est faux. Capture d'écran. Parce que c'est un truc qui a été à la mode sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Bien Et sûr, il y en a bien beaucoup qui l'ont sûr. mis en avant. Quand on peut plus contacter la personne, on lui envoie un virement et on change À quoi le ça nom. sert que je vienne si personne ne croit ce que je dis? Pour moi, c'est faux. Qui pense que c'est faux? Bah oui. Jean-Mi, t'es chiant. C'est faux, Jean-Mi. Comment ça, je suis chiant? C'est vous qui êtes chiant, j'aime Mais croire. t'as une vie de dingue avec plein de meufs Bah ouais, et tu c'est racontes vrai. des mythos. Oui, parce que les autres étaient plus dramatiques. Celle-ci était un peu. Jean-Michel, c'est faux. Mais la voilà, vérité. là, on va plus rigoler parce que là, j'attends toujours des excuses de la dernière fois que j'avais prouvé la vérité. Non, mais là, c'est faux. Tu fais Là, c'est diversion. Alors, là, si c'est faux, qu'est-ce que vous me donnez si je vous apporte la preuve? Parce que maintenant, j'en ai marre. Je veux de l'argent ou des cadeaux. Je mange un rat. Non, je veux un cadeau, le dernier iPhone. Mais promis. Alors, le dernier iPhone, avec grand plaisir. Ce qui n'existe pas. En allemand. Avec Le grand 16, plaisir. le 16, la 16 Non, mais Pro s'il vous Max. plaît, La 16 Pro Max. Non, le A16 Pro Max. On peut pas le dire, les S'il vous marques. plaît. Ah, on n'a pas Vous le droit avez de fait de dire, la non. télé depuis combien de temps? Avec vous, 14 ans. Vous avez vraiment le cerveau cramé. Hein. Mais moi, j'y crois pas du tout à votre histoire. C'est faux. Ouais, c'est Benaïm. fou, ça. C'est fou. C'est faux. Bah, le plus douloureux, moi, ça a été le divorce avec le père de mon fils, parce que mon fils était petit, il avait que 5 ans. Donc c'est effectivement difficile de prendre la décision de se séparer quand le petit est petit. Donc c'est le plus douloureux. Valérie Benaïm, j'aurais jamais dû lui poser la question. Bah Il n'y a oui. jamais d'histoire croustillante avec Bah non, Valérie mais qu'est-ce que Benaïm. tu veux, voilà, Non, mais c'est vrai. Benaïm, c'est le contraire d'une chips. Elle n'est pas du tout croustillante. Non, mais franchement, c'est vrai. Non, mais Bah c'est oui. un truc de fou. Bah oui, C'est-à-dire, Gilles. C'est terrible. Hein. Alors, Gilles, Bah, un vous divorce, racontez c'est pas. terrible, oui, Non, mais Gilles, voilà, c'est la Gilles vérité, Verdez, au moins, voilà. C'est lisse. Ouais. Ah oui. C'est une patinoire, la vie de Alors Benaïm. tu sais quoi? C'est lisse et je t'emmerde. Non, j'aime pas du tout quand on agit mal envers Gilles Verdez, qui est un garçon qui a des idées que je défends et qui est un garçon que j'aime énormément. Merci. Donc Valérie Benaïm, vos insultes, vous pouvez les garder pour vous. Vous êtes lisse, Benaïm. Merci. Gilles Verdez. Ben moi, je refuse les ruptures. Donc en fait, je suis prêt à m'humilier. On a vu. Ah, mais c'est comme sur les idées, quoi. Donc je vais très très loin. Oui. C'est-à-dire que je suis prêt à coucher devant la porte. Effectivement, j'ai pris à Juvisy-sur-Orge, j'ai pris le premier étage sur la gueule parce que j'étais en bas comme ça. Reprends-moi. Et j'ai pris toutes les affaires. Mais je suis prêt à tout faire. Je suis prêt à aller presque jusqu'au lit conjugal ou si on me ferme la porte au nez devant la porte pour me prouver. En fait, il faut qu'on me prouve que je ne peux pas revenir.
Et donc, je vais très très loin pour ça, quoi. Il y a une fois, effectivement, je vous l'avais raconté, j'ai campé des jours devant la porte. Il y a une fois, j'ai été dans la cage d'escalier jusqu'à ce que je les vois en train de faire l'amour. Et là, j'ai réalisé que je pouvais plus revenir. Mais sinon, je m'obstine. Là, je pense que c'est un bon indice. Oui, voilà, c'est un bon indice. Et dans ces cas-là, j'arrête. Mais c'est très compliqué pour moi. Je veux pas faire de la psychanalyse ici, mais c'est très compliqué pour moi parce que je peux m'humilier pour reprendre la liaison. Voilà. Et si elle te dit c'est fini, t'as besoin de tout ça? Non, la parole, ça ne compte pas. Il me faut des actes. Oui. Donc voilà, c'est très violent pour moi. Très, très violent. J'ai eu de longues déprimes, de longs moments de doute. J'ai pas eu énormément de ruptures, mais toutes mes histoires longues se sont terminées tragiquement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'intéressant là-dessus? Géraldine? Moi, j'ai eu 2 ruptures. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un peu romantique et idéaliste. Oui. Et une fois, donc, mon premier amour, j'ai déjà dit ici, mon premier amoureux, il s'appelait Arthur. Et il m'avait donné... il m'a dit, ouais, c'était les vacances de Noël, de fin d'année. Et il était à Val d'Isère. Et il m'avait dit, écoute, je pars un petit peu avant toi. Et voilà, rejoins-moi un peu pour le 31 si tu veux. Mais voilà, sans plus. Et moi, j'ai voulu lui faire une surprise. Je suis donc arrivée... C'est pas bien le coup de la surprise. T'es arrivé pour Noël. Je suis arrivée un petit peu avant. Et il avait déjà les boules d'or. Et il était dans une boîte de nuit réputée à Val d'Isère. Il était sur le dance floor et il embrassait goulûment une prof de ski et qui n'était donc pas moi. Qui était Valérie Benelli. C'était une première humiliation. Et la deuxième humiliation, et ça c'était quand même spectaculaire aussi, j'étais à New York, je voulais faire la surprise à un de mes amoureux. Et donc je suis allée plus vite que prévu. Je lui ai dit je suis là, j'arrive et tout ça. Et dans la chambre d'hôtel, il avait laissé un Walkman avec une cassette à l'époque de Elton John. Non. Et c'était Sorry seems to be the hardest words. Et en fait, ça voulait dire en gros, je veux plus de toi et dégage, casse-toi. Ah ouais. Vache. Sympa. Et l'autre, elle a aimé la truc. Ouais. Heureusement que c'était pas Patrick Sébastien. C'est le petit. J'ai pleuré dans la chambre d'hôtel pendant au moins 5 heures toute la nuit. C'était horrible, c'était déprimant. Vous avez des histoires, vous. Il avait écrit sur un silex. On se retrouve dans un instant sur C8. Merci, à tout de suite. Il est 19h17, merci d'être avec nous. C'est la tribu 2. Merci d'être là, les chéris. Oui, Jean-Michel Maire, oui. Oui, avant qu'on reprenne le cours de l'émission, j'ai été une fois de plus suspecté de mitonner dans la première partie de l'émission, quand je racontais l'histoire d'une ex qui m'avait envoyé un message d'insulte via mon compte bancaire en faisant un virement d'1 centime en me disant « Connard, je me souvenais plus de l'intitulé exact ». Donc là, un message d'insulte. Une fois de plus, j'ai été suspecté. J'ai donc fouillé pendant la pub dans mon téléphone. J'ai retrouvé la copie d'écran de ce virement que je vous propose de regarder. Et après, pour excuse et iPhone, évidemment. Ah bah oui. Pour l'instant, il n'y a rien. Ah. Ton chien enculé, viens le récupérer et vite, 1 centime. Alors, on va pas dire le mot, voilà, ton chien. Alors, voilà, c'est le nom de chien, votre chien. C'est pas le nom de votre chien. Comment? C'est le nom de votre chien. Non, mon chien s'appelle Edgar, voilà. Et comme j'avais été viré, j'avais même pas pu rentrer, les chiens étaient chez elle, du coup, après, elle m'insultait pour que je vienne leur chien. Et du coup, excuse, s'il vous plaît. Pardon, Pardon, Jean-Michel, merci. Pardon, merci. J'ai pas entendu de l'autre côté, là. ça prouve quoi? Non, s'il vous plaît, Gilles Vernet, excuse. Non, pour une fois, il y a une vérité. Pour 50 mensonges, aucune excuse. Allez. Les chéris, on a un coup de cœur de Gilles Verdès. Oui, pour les jeunes communistes d'Indre-et-Loire. Ah. Alors, je les adore. Déjà, le lancement est fou. Ils creusent tous les jours. Alors, le lancement est fou. Ils sont il démarre de plus en plus tôt. 19h18. Avant, il commençait à être insupportable à partir de 20h. Là, c'est de plus en plus tôt. Mais qu'est-ce qu'il veut? Alors, mais si c'est ce que je crois. Ah oui. Alors là, c'est horrible. C'est horrible. Écoutez, c'est horrible. Écoutez, chez vous, on est en direct, 19h18. Je vous le dis, vous allez sauter sur votre sofa. Alors, les jeunes communistes, ils proposent aux parents d'inscrire leurs enfants de plus de 6 ans, attention, plus de 6 ans, c'est ça. à une lecture de contes par des drag queens. Donc c'est génial. Non, il le fait C'est exprès. l'école de la tolérance, ça va casser les idées reçues, les stéréotypes. Extrait. Regardez, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec Gilles Verdès, avec son coup de cœur. Gilles Verdès, on n'en peut plus de vous. Regardez. C'est formidable. On n'en peut plus de vous. On n'en peut plus. Regardez l'extrait. L'association Les Paillettes organise une lecture par des drag queens de contes pour enfants à Vouvray et on va te dire pourquoi c'est génial. Cette lecture va permettre pour les enfants d'encourager une inclusivité et une tolérance en abordant des sujets qui peuvent être compliqués en famille, comme le sujet du genre. Ça va permettre de briser tous les stéréotypes autour de cette question dans un moment ludique, familial et peut-être aussi d'apporter aux familles un moment et un contexte de discussion à ces sujets-là. En tant que jeunes communistes, nous serons toujours du côté de la tolérance et de l'émancipation. Face aux attaques de l'extrême droite, soutenons ce genre d'initiative et multiplions-les.
Alors c'est très politique quand même. Oui. C'est très politique, ça mélange absolument tout. Et puis alors ce terme magique d'inclusivité qu'on met maintenant, mais à toutes les sauces, comme si poser un débat qui ne devrait même pas exister. C'est-à-dire que les enfants posent des questions, on leur explique et on est pour la tolérance et tout ce qu'on veut. Mais là, dire c'est le modèle de l'avenir, c'est ça et tout, je trouve ça d'une tristesse mais inouïe. Non mais surtout, avec tous les problèmes qu'il y a à l'école, de harcèlement, de violence, parfois de viol, la priorité c'est ça, c'est de faire des... C'est pas à l'école là, c'est dans une bibliothèque municipale. Hein. Non, mais alors, donc là, ça n'a pas de rapport. C'est bon. Valérie Benaïm, il donnait un exemple. Arrêtez de lui tomber dessus. Arrêtez de lui tomber dessus. Il y en a dans les écoles de lecture des drag queens aussi. Et je pense, moi, même si j'ai rien contre les drag queens et enfants, ce n'est pas compatible. C'est un caractère sexuel, il y a des références sexuelles, c'est un monde d'adultes et ils n'ont rien à faire là. Tout ça, c'est politique et idéologique. On pose la question aux téléspectateurs, bien sûr. Kelly. Surtout que moi, je trouve qu'il n'y a pas de tabou sur le genre, en fait. Si on crée un tabou, c'est qu'on veut créer une polémique. Si il y a une personne qui se sent mal et qui ne se sent pas dans son corps, il y en a une minorité, elle en parle, on en discute tous ensemble avec la famille, en privé, mais on n'est pas obligé de mettre ça, une graine dans la tête des enfants pour leur dire ça se trouve t'es pas une fille ou ça se trouve t'es pas un garçon. Donc en fait, il n'y a pas de tabou. Donc en fait, on crée des problèmes où il n'y en a pas et on les crée dans les cerveaux des enfants et c'est ça que je déplore. On crée une polémique et du coup, ça risque d'aller à l'encontre des drag queens. Exactement. Un phénomène à rebours, c'est dramatique. Et il y a une sorte de prosélytisme aussi parce que parfois dans certains échanges, on a vu des vidéos avec des drag queens qui disaient à des enfants mais toi tu veux être un garçon, tu veux être une fille. Donc ils sont presque dans l'incitation. Alors je dis pas que c'est pas bien de devenir un ou une drag queen, mais ça pose quand même question. Est-ce qu'à 6 ans, 7 ans, on a envie qu'on te propose de devenir un homme ou une femme quand t'es un garçon? Alors est-ce que vous êtes d'accord avec le coup de cœur de Gilles Verdez, Kelly? Vous me l'avez dit, oui. Pardon? Kelly, bonsoir. Ah oui, je viens de parler. Oui, je sais, mais j'avais envie que vous reparliez. Ah, ok. Non, alors, oui, ce que je voulais dire. Oui. Si je rebondis avec ce que tu as dit, Guillaume, en plus, on parle de phénomène de genre. On dit, oui, est-ce que tu es une fille, est-ce que tu es un garçon? Et là, ce sont des transsexuels. Non. Et pas des transgenres qui le font. Non. Oui, mais des travestis, ça n'a rien à voir avec le transgenre. Oui, c'est vrai. Valérie Benaïm, vous êtes c'est pour ça qu'on confond. Il a pris votre pancarte. Vous m'écoutez plus du coup. J'ai ça sur le oui de l'autre. Oui, vous lui donnez sa pancarte. Pardon, j'étais en train de parler, du coup, personne m'écoute. Oui, mais parce que Valérie Benaïm n'a pas de pancarte. Oui, mais là où il est le problème dans cet événement-là, c'est qu'en fait, on est en train d'apprendre des choses qui sont. Du coup, toi, tu confonds aussi parce que c'est des transsexuels, ce ne sont pas des transgenres qui leur apprennent. Donc en fait, il faut arrêter de tout confondre aussi. Bien sûr. Alors, je voudrais. Raymond. J'ai toujours dit, 6 ans, 7 ans, les enfants, c'est fait pour rester dans le monde des enfants. Il y a plein de trucs à leur faire faire. Faites-leur faire plein de trucs. Et après, quand ils arrivent à l'adolescence, on les ouvre directement au monde et on leur dit, voilà, ça existe, ça, il faut tolérer, ça, il faut être tolérant avec ça, il faut être tolérant. Mais 6 ans, je trouve ça, il y a d'autres choses à faire. Moi, j'ai ma phrase. Les enfants, ça reste dans le monde des enfants. Le plus longtemps possible. Bravo. Les chéris, il y a Guénolé, Benaïm, Verdez, Géraldine Maillet. On a eu le coup de cœur de Gilles. Vous en choisissez un pour vous défendre. Parce qu'on va pas faire les trois. Je pense que vous pensez à peu près la même chose. Donc vous choisissez qui? Guénolé? Bah oui, il a pris la nouveauté. Hein. Allez, oui, c'est vrai. Bon, merci. Bon, allez, il va encore nous faire saigner les oreilles, mais bon. Ok. C'est quoi les drag queens? Ils savent pas visiblement. Hein. C'est des hommes qui se travestissent en femmes. Exactement. Qui font des surtout et des représentations qui sont souvent à caractère et à connotation sexuelle et qui ne l'assument pas du tout. Les drag queens sont des hommes qui s'habillent en femmes, généralement, effectivement, pas seulement, mais généralement. Et surtout, ce sont des artistes. C'est ça l'information importante. Ce sont des artistes qui sont dans une performance artistique extravagante. Non, mais c'est important. Avec sa veste de chasseur, là. Pourquoi je le précise? Parce que, du coup, attends, je t'ai pas perdu. Excuse-moi, Guillaume. C'est des artistes aussi. Guillaume, Guillaume, les stripteaseuses, c'est des artistes. Guillaume, je t'ai pas interrompu. Est-ce que le striptease, c'est un art? Oui. Mais on est en train de parler des drag queens. Je veux bien que vous me demandiez si des stripteaseuses doivent aller lire des histoires des enfants, mais il se trouve que c'est pas le sujet qu'on débat. Et donc, des artistes viennent lire des histoires à des enfants avec la permission préalable de leurs parents sur inscription. Je n'ai aucun problème avec ça. Et accessoirement, vive les dragues, bien sûr. Jean-Michel Maire. C'est vraiment insupportable. Guénolé, je t'aime bien, mais c'est horrible. Dites-lui la vérité. Non, mais la vérité, surtout, toi qui es un communiste, un homme de gauche, comme toi, Gilles, c'est les jeunes communistes d'Indre-et-Loire qui recommandent ça, tout ça pour combattre l'extrême droite. Mais que ces jeunes communistes aillent voir leur sort réservé aux travestis ou LGBT en Corée du Nord, en Chine, en Russie, et après, ils viennent nous donner des leçons. Mais qui s'occupent de leur pays amis au lieu de venir nous donner des leçons en France. Bravo. Ah oui, excuse-moi. Bravo, Jean-Michel Maire.
Moi, je suis pas membre du Parti communiste. Non, mais tu les soutiens, donc non, pareil. mais juste une précision, ça fait à peu près 50 ans que le Parti communiste français soutient plus des régimes dictatoriaux. Mais donc, ça a 50 ans de retard en termes de mise à jour. Ils soutiennent pas la Chine communiste, ils soutiennent pas la Corée du Nord, etc. Ça s'appelle, voilà, c'est un autre débat, mais je veux pas emmerder les gens avec ça. Voilà. Vous allez faire chier les gens, je vous confirme. Voilà. Ça me paraît plus prudent. Vous allez faire chier comme ça. Merci. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Je pense qu'ils vont pas me décevoir. Voilà. Vous avez vu ça changer Ça investit là. Oui, là, ça investit. 91. Là, on l'a fait sur Amstrad CPC 6128. Les mecs, 91,8%. Bravo. Merci les chéris. On est pas mal. Allez, s'il vous plaît, là, les losers, là, on se tait un petit peu, merci. On va passer un coup de cœur. Non, un coup de cœur, de Guillaume Janton. Oui, comme vous savez, je suis alsacien. Dédicace à tous les Strasbourgeois. Ouais, je viens bientôt à Strasbourg. Ah, c'est vrai? J'espère que tu viendras avec moi. C'est la plus belle ville du monde. 1500, P1500. J'ai un coup de cœur pour un jeune Alsacien de 25 ans qui, il y a 4 ans, a eu un grave accident qui lui a fait perdre la vue. Et grâce à la technologie, grâce à l'avancée de la médecine, en fait, il avait un problème, il était quasiment aveugle, malvoyant, il avait une énorme tache blanche, il voyait plus rien. Et grâce à la médecine, on lui a fait des injections dans les yeux qui lui ont permis de retrouver la vue. Donc c'est incroyable et bravo aux médecins qui ont... C'est vrai, regardez ça. Pour ce jeune homme. Tim a 21 ans lorsque sa vie bascule. En quelques mois, sa vue et notamment sa vision centrale se dégrade brutalement. Au fur et à mesure des jours, je ne pouvais plus lire tout ce qui était projeté. Tim fait partie des 250 personnes dans le monde à avoir pu bénéficier d'un traitement de thérapie génique, 2 injections dans les yeux qui vont tout changer. C'est quand même énorme en fait comme avancée. Ça me permet de refixer des regards, de revoir des visages. Tim espère que les effets du traitement vont durer le plus longtemps possible. D'autres recherches sont en cours pour des maladies de la vue. Bravo, magnifique. Magnifique ça. C'est grâce au Téléthon, c'est le Genéthon qui a trouvé ça, et ça c'est formidable. C'est pour ça qu'il faut soutenir le Téléthon. Exactement, bravo Isa, c'est bien de le dire ma chérie d'amour. Kelly, vous avez un coup de gueule. Oui. Là, alors là, vous allez encore vous mettre tous les woke à dos. Hein. Bah, c'est un peu dans la même lignée du coup de cœur de Gilles. Mais écoutez justement. ça, parce que c'est un autre truc. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, là, alors, et on marche sur la tête, et il y en a 3 ici qui soutiennent complètement le fait qu'on marche sur la tête. Vous savez de qui il s'agit. Ça dépend des sujets. Mais bon. Si, marcher sur la tête à peu près sur 90% des sujets. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous êtes devenu chauve. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Force de marcher sur la tête, hein. Merci Kelly Vedovelli. C'est la testostérone, le fait de marcher. Vous êtes au courant? Ah bon? Oui, c'est vrai. Il faudra vous en mettre un petit peu. Merci. Alors, c'est une information du JDD. Donc, je vais vous lire des phrases. Attention, accrochez-vous. Je vais vous lire des phrases qui sont actuellement dans les manuels et sur les sites internet adressés aux enfants de 11 ans et agréés par l'Académie nationale de l'éducation française. Attendez 2 minutes. Attendez, il y a ma mère qui m'envoie. Baba, Guénolé, il a le col roulé de Monsieur Marek, ton prof de maths en 4e. Je vous jure, Thomas, que ma mère m'envoie ça. Oui, mais je ne peux pas répondre parce qu'on a dit pas les mères. Pas les mamans. Il était très sympa, hein, Monsieur Marek. Ouais. Oui, alors, prof d'histoire géo, je parie. Non, maths. Ah, d'accord. Oui, donc je récapitule. En gros, à 11 ans, on a comme proposition des manuels scolaires. À l'intérieur, il y a des sites internet où on peut directement aller se renseigner pour un peu plus. C'est adressé aux enfants de 11 ans et c'est agréé par l'Éducation nationale. Donc je vous lis des phrases. Faire l'amour à plusieurs. C'est quoi le sexe oral? Est-ce que je suis trans? Comment utiliser un préservatif lors d'une SODO? Je continue. Est-ce que des pratiques sexuelles peuvent s'échanger contre de l'argent ou un cadeau? Donc voilà, donc je rappelle que toutes ces informations, c'est adressé aux enfants de 11 ans. De 11 ans seulement. La fellation est aussi appelée pipe. Voilà, c'est ce qu'il dit. Non, mais c'est un truc de fou. On parle aussi de sucer. Non, mais c'est incroyable. Non, mais les mecs... Et on se pose ici la question de ce que c'est cool de le faire à plusieurs. J'envoie un nude à quelqu'un qui me plaît parce que je pense que ça va l'exciter, mais sans lui demander est-ce que j'ai le droit. J'ai lu aussi que l'anus était un endroit très sensible et qui pouvait être très agréable. J'ai lu énormément de choses très très graves. Mais moi je me souviens à l'époque, dans ma génération, on était en... Bon, là c'est 11 ans, moi j'avais 15 ans et on apprenait à mettre des préservatifs sur les pieds des chaises. Enfin voilà, c'était assez bateau. Et là je trouve qu'à 11 ans, avoir ce genre d'informations, c'est une autre dimension. Et je savais que ça allait arriver, mais pas aussi hard et pas aussi vite. Qu'en pensent les woke, Gilles Verdez? Je suis pas d'accord avec Kelly.
Alors, d'abord, en fait... Je vais vous laisser parler, après je vais vous mettre un gros coup derrière la tête. C'est pas totalement dans les manuels scolaires et c'est pas directement enseigné à l'école. Elle a dit hein. Mais laissez-moi finir, j'ai dit une phrase. Bah, elle a le droit, elle a le droit. C'est possible de me laisser finir? C'est pas ce qu'elle a dit. Gentil avec Isabelle. Hein. Je bois chaque parole de Kelly, donc je sais très bien ce qu'elle a dit, Kelly. Oui, mais alors attends, si je peux me permettre, tu es en train de contredire tout ce que je viens de dire. Parce que je suis en train de te dire que c'est dans les manuels. C'est dans les manuels. Et dans les manuels, il y a des sites pour les enfants. Pour aller se renseigner un petit peu plus. Oui. Et sur ces sites-là, il y a ce genre de phrases. Donc arrête de contester parce que c'est insupportable. Bon. Parce que je vais dire ce qu'a dit la directrice. On renvoie au site, d'accord. C'est pas enseigné à l'école, évidemment. D'autre part, à partir de 11 ans, je suis désolé, sur les réseaux sociaux, dans les cours de récréation, les enfants sont très exposés. Donc si des adultes peuvent les guider, leur dire des mots qu'ils entendent de manière sauvage et parfois imperceptible et en tout cas mal comprise, c'est formidable. Voilà. Est-ce que tu as l'impression je suis pour. Est-ce que tu as l'impression que nous, on a été différents, on a eu du mal dans la société, on a été perdus, on a été comme... Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais à 11 ans, si tes parents te laissent sur les réseaux et sur mais on n'est pas égaux face aux parents. C'est un problème. Mais Kelly, on n'est pas égaux face aux parents. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents. On a encore le droit d'interdire les contraceptions, de l'avortement, c'est inadmissible, je pense. Et c'est à 9 ans qu'on regarde son premier porno. Il y a une différence entre les informations sur l'avortement et savoir comment on fait une pipe et si l'anus c'est cool, tu vois. Merci, on se calme s'il vous plaît, merci. On se calme un peu là, merci. Ce qu'on comprend pas, c'est Dave, ramène-moi un peu de douceur dans ce monde de brut. Vanina à moi. Que ça pointe un énorme paradoxe de notre société. C'est-à-dire que d'un côté, on se plaint d'une recrudescence de violences sexuelles, notamment chez les mineurs, d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel, de nudes qui circulent, etc. Et de l'autre côté, on le banalise complètement. On le banalise, laissez parler Dave. Tu ne peux pas parler de plan à 3 comme quelque chose de normal. Pourquoi bien sûr. Un gamin de 11 ans, mais pas du tout. Mais les enfants Ce qu'il faut, c'est restreindre l'accès à ça, réservé. Le carré magique là, insupportable. Il faut restreindre l'accès à ces contenus qui sont réservés aux adultes et arrêter de banaliser des pratiques. Surtout que c'est pas un guide soft, c'est des pratiques relativement hard, c'est parfois des choses qui peuvent être perçues comme des déviances. Donc c'est pas Il y a un truc que je ne comprends pas avec certains autour du plateau. Quand il y a des crimes et des délits, 13-14 ans, c'est trop jeune. Bah non, pas pour moi. C'est trop jeune, il ne faut pas les juger. Par contre, quand c'est pour de la pornographie, 11 ans, ça va, c'est des Exactement, bravo. Mais on parle pas de pornographie, on parle de sexe. Bravo. On sont trop jeunes. C'est incroyable. Attendez. Mais vous êtes chez les On va laisser la parole aux chasseurs français. Je suis fatigué, franchement, je suis la pornographie. C'est justement pour contrer la pornographie. C'est justement pour les enfants. J'en peux plus des woke là. Les enfants, dès l'âge de 9 ans, Géraldine l'a dit, sont confrontés à leur première vidéo porno. Les enfants à 11 ans ont déjà... en fait. Mais c'est quand on entend ce genre de discours. Il y a des dérives. Il y a des dérives absolues sur les réseaux sociaux. C'est pas la peine d'en rajouter à l'école encore. Dans les cours de récréation. Non, au contraire, c'est pour... Mais ça ne normalise pas. Ça explique à leur niveau des pratiques dont ils entendent parler. Benaïm, on vous adore, mais excusez-moi, pour moi, vous êtes toujours, excusez-moi, je vous adore, à côté de la plaque. Vous êtes dans une société, Benaïm, et voilà, Gilles Verdez aussi, pareil, on vous aime beaucoup, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu comme les yaourts à l'ancienne. Non, mais c'est vrai, mais justement, vous êtes la société de l'ancien. Vous pensez que vous êtes très progressiste. Mais non, mais c'est bon. Mais en fait, vous êtes tellement... Vous savez quoi ? Vous êtes le CPE que les élèves embrouillent. Mais je vous jure que c'est vrai, parce que moi, je le connais. Moi, je les ai eus, moi, les CPE. Et ben, quand je me retrouvais face à une Valérie Benaïm qui comprend rien, mais qui est très gentille, ou Gilles Verdez, que tu peux embrouiller en 2 minutes. Moi, je suis prof, il n'y a pas de problème. Ouais, arrêtez, mais vous, je vous embrouille en 2 minutes. Mais arrêtez, arrêtez, Thomas. Vous êtes d'une crédulité. J'ai parlé avec vous, vous êtes d'une crédulité. Arrêtez. D'ailleurs, vous m'avez pas m'amené le bilan de la société quand vous avez fait faillite. Merci. Mais de quoi vous parlez ? On fait quoi aux enfants qui regardent des pornos à 9 ans ? Alors, on leur dit quoi, ces enfants ? Mais vous dites n'importe quoi. Il faut pas en rajouter à l'école. Je voudrais rappeler que pour les gens qui nous regardent, je voudrais rappeler que le sexe, ce n'est pas sale. Je vais vous dire ce qu'a dit d'ailleurs la. Non, mais je dois le rappeler quand même. Bien sûr, ça n'est pas sale. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Vous réagissez comme si on était dans un espèce de couvent. Il y a des gamins de 12 ans. Mais arrêtez un peu de dire des conneries. Vous savez ce qu'a dit la directrice de l'association ? Ce constat d'huissier rend les faits incontestables et prouve que ces extraits sont absurdes, inadaptés à l'âge des élèves, souvent militants et idéologiques, Benaïm, s'il vous plaît. Non conforme à la circulaire de l'Éducation nationale sur ce sujet et totalement déconnecté de la mission éducative de l'école. Merci. C'est ce qu'a dit la directrice de l'association. Merci. Il faut l'applaudir. Je vous ai laissé. S'il vous plaît. Vous avez remarqué chez vous,
J'ai laissé les woke s'agiter et je leur ai donné la réponse de la directrice de l'association. Voilà, donc qui est une militante d'extrême droite, je me permets de le rappeler. Que ce soit parfaitement clair là-dessus. C'est une militante d'extrême droite qui est contre la sexualité en mariage par ailleurs, qui est contre l'IVG, etc. C'est de ça dont on parle. Thomas, vous parlerez dans votre société quand pour l'instant on n'a pas envie de vous entendre. D'accord. Allez fermer votre société que vous avez ouverte. Merci. Mais elle est encore là, votre société, qu'est-ce que vous racontez ? Vous me direz combien vous faites de chiffre d'affaires. Merci. Et de résultats. 95,3. Merci encore. Vous avez divisé par 2. Thomas qui dit que le sexe n'est pas sale. Oui, le sexe n'est pas sale. Mais si pour des gamins, Thomas, pour des gamins de 11 ou 12 ans, on a reçu bon. Non mais tu parles comme si c'était un truc on a vu le sondage, on a vu ce que pensent les téléspectateurs. Non mais si on peut juste dire à Thomas, parce qu'on passe pour les méchants, tu nous parles d'avortement. Non, pas du tout pour les méchants, il y a 95% de gens qui sont d'accord avec nous. Tu nous parles d'avortement, tu nous parles de choses comme ça. Mais ne parle pas d'avortement quand je te parle des phrases que je t'ai lues là. Il y a un monde entre l'avortement et savoir comment faire le sexe oral. Et je vais pas le dire parce qu'on peut pas le dire à la télé, mais tu comprends qu'il y a une différence entre l'avortement, expliquer ce que c'est le sexe normal et le sexe à plusieurs, etc. Pourquoi le sexe à plusieurs n'est pas normal, le sexe oral n'est pas normal, se poser la question d'être trans n'est pas normal, et l'assaut, 3 points de suspension n'est pas normal. À 11 ans, non, c'est absolument pas normal. Tout ce que je vous dis... Et je pense que les personnes qui pensent que c'est normal, ils sont déviants. Et moi, je pense que les personnes qui pensent que c'est normal ne sont pas normales. C'est curieux parce qu'il y a quand même pas mal d'hypocrites sur ces sujets. Moi, je vois que les téléspectateurs, il n'y a pas beaucoup d'hypocrites. 95% sont d'accord avec nous. Ouais. Pour moi, les seuls hypocrites, c'est vous, les woke. En même temps, les mêmes, vous regardez en porno exactement ce dont on parle. Donc on a quand même une bonne On a 62 ans. Je dis juste que ça n'est pas sale et qu'il ne faut pas traiter ça comme si c'était du porno. Je ne pense pas que nos téléspectateurs regardent des pornos. Sinon, ils ne regarderaient pas ni moi ni Valérie Benaïm. Merci. D'accord. Merci. Voilà, merci Thomas Guénolé. Il regarderait autre chose que moi et Valérie Benaïm. Ça les calmerait. Merci Thomas Guénolé. Thomas, d'expérience, quand on fait 4%, il faut clore le débat. Exactement, on va en rajouter. Ok, d'accord. Quand on fait 4%, on sinon, on va terminer à 2 avec tes conneries. Exactement. Il arrête, Mochine. Ok. On était censé faire l'union. Gilles, on était censé faire l'union de la gauche. C'est un professionnel. Voilà, la France de l'échec. Une fois de plus. France de l'échec. Là, il y a un terreau, là. Non, la France de la liberté sexuelle. La France de l'échec, Thomas Guénolé. À 11 ans, bravo. Non, c'est l'éducation. La liberté sexuelle. Thomas Guénolé, vous savez qu'il y a. Et je vous aime beaucoup. Pour moi, vous êtes tout ce qui représente l'échec. Tout ? Oui. Vous êtes vraiment. L'échec scolaire, l'échec, les jeux d'échecs. Quand je vois l'échec. D'accord. Et quand je me vois, je vois la victoire. Vous êtes sûr de ça? Je vous prends aux échecs quand vous voulez. Vous avez vraiment une tête de loser. Merci. Vous êtes sûr de votre coup? Je vous prends aux échecs quand vous voulez. Ou à en faire 50 pompes. Avec plaisir. 50 pompes. Fais-en déjà 2. Non, je dis ça parce que la question devait être abordée. Fais-en 50 pompes déjà. Tu fais 50 pompes là? Là tout de suite? Plutôt acheter des pompes plutôt. Allez, merci. Allez, regardez, alors justement, ça c'est mon coup de cœur. Merci Thomas. Un policier fait 50 pompes devant des jeunes à Paris. C'est un nouveau défi. C'est mon coup de cœur. Honnêtement, je trouve ces moments de communion entre la police et voilà, c'est incroyable. Et regardez, il lui demande en fait de faire 50 pompes. Si vous voulez les faire ici pendant la pub, n'hésitez pas. Gilles Verdun, je sais que vous les faites. J'ai des douleurs aux genoux, mais dès que c'est rétabli, je m'y lance avec. Non, mais Gilles, c'est un grand sportif, il les fait. Jean-Michel les fait. Non. Non, vous les faites. Oui, mais Raymond les fait. Et Guillaume aussi. Bien sûr. C'est vrai, un peu Guillaume, il y a juste les veuches qui tombent par terre. C'est le seul petit problème. Attendez, il y a mon neveu, je crois, qui veut réagir à tout ce qu'on disait, parce qu'il y a toute la famille qui regarde l'émission. Bravo Kelly, la majorité sexuelle c'est 15 ans. Pourquoi on va avancer cet âge avec toutes ces choses-là? Guénolé, escroc. Voilà, merci. Il y a des violeurs à 14, on veut des condamnés, il faut savoir. Mais vous confondez l'éducation sexuelle avec les pratiques sexuelles, c'est pas la même. 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, On adore. Allez, on va passer à ce qu'il ne fallait pas louper. Oui. Non, à propos de pompes. Oui. En fait, vous savez, on avait parlé ici d'un documentaire de Luis Enrique qui parlait des pompes, vous savez. Oui. Et en fait, il a un truc qu'il dit dans le documentaire qui est juste incroyable. C'est qu'il fait des pompes, 20 pompes, toutes les 30 minutes, tout le temps. Même la nuit, il se réveille. C'est énorme. Pour rester tout le temps sur le qui-vive et gainer. Non, mais il est magnifique, Luis Enrique, je l'ai vu. Je vous assure. Donc là, même la nuit, pendant l'émission, là, vous perdez votre temps, vous devriez faire donc l'émission de 2h30. Vous savez qui faisait ça? Jean-Luc Delarue.
Ah, c'est vrai? Jean-Luc, il faisait des pompes tout le temps. Toutes les demi-heures. Il était en réunion, à un moment, il était en réunion, plein de réunions, il faisait des pompes. Vous faites vos haltères aussi. Oui, c'est vrai. Mais pendant l'émission, par exemple, pardonnez-moi, mais vous devriez de temps en temps... Pendant l'émission, j'avais demandé de mettre des haltères. Voilà, parce que sinon, c'est une perte de temps pour vous. Pas mal, Géraldine, merci. Tiens, regardez, est-ce que vous connaissez cette histoire d'une jeune fille qui a été, Rachel Siegel, c'est une jeune femme américaine qui a été quittée par son mari devant l'église, juste avant la cérémonie de mariage. C'est une horreur. Regardez, Gilles, c'est certainement ce qui va vous arriver. C'est une séquence pour vous. Regardez. Je m'appelle Rachel Siegel et mon fiancé m'a laissé tomber devant l'hôtel. La pauvre. Elle a l'air de bien le vivre quand même. Ouais, ça va. Ça va, je pense que c'était un. Ouais, c'est Gilles. Non, c'est le soutien qui lui a permis de retrouver le moral. Elle était déprimée. Gilles, je serai toujours là pour vous. Merci. Sachez-le. Voilà, je serai là, je passerai en voiture et on partira tous les deux. Voilà. Plaisir. Exactement. Hein, voilà, ça vous fait plaisir? Oui. On ira voir un spectacle de drag queen. Allez, à tout de suite sur C8 avec les 5 images du jour. Merci d'être avec nous, il est 19h47. On est en direct et c'est tout pas mot. Merci d'être là, les chéris. On va venir aux 5 images du jour et la première image, c'est le grand débrief de L'amour est dans le... Je sais que vous attendez ça tous les mardis. L'amour est dans le pré qui a fait 3,7 millions de téléspectateurs hier, battu par le foot, 4,7 millions. Mais quand même beau score pour L'amour est dans le pré. Et derrière, voilà, derrière ça dégringole. Après, voilà, après L'amour est dans le pré. Et Belgique-France qui a fait 4,7 millions, qui a même marché que la dernière fois. Et bravo à l'équipe de France qui a gagné 2-1. Même si cette compétition ne sert à rien. C'est pas faux. La Ligue des Nations, franchement, c'est comme le H dans Hanouna. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, juste à faire rentrer de l'oseille. Et on peut le comprendre. Chacun fait son business. Merci à eux, mais c'est une compétition. Voilà, je sais même, on ne sait jamais qui gagne la Ligue des Nations. Ça fatigue les joueurs et ça fatigue surtout les téléspectateurs. Non, qui était quand même 4,7 millions hier, ça a plutôt bien marché. Et bravo à Didier Deschamps. Quel état d'esprit hier, l'équipe. J'adore. Oui, je suis désolé. Les mecs, l'état d'esprit était là. Gilles Verdez, qu'on le dise ou non. Critiqué, mais toujours vainqueur. J'ai adoré l'équipe hier. Ils étaient vraiment dans un mood, vraiment. Ils étaient là. J'adore Aurélien Tchouaméni, je suis fan absolu. Konaté, j'adore. Colomani qui joue pas au PSG, mais qui est meilleur buteur en équipe de France depuis le début de l'année. Donc il y a bien un truc avec le coach. Ah oui. Parlez pas trop du PSG. On va aller dans un instant. Retournez dans votre camion. Merci. Allez, hier, on va parler de Kylian Mbappé tout à l'heure. Bien entendu, on a toutes les infos sur cette affaire. Et j'ai des infos en plus qui viennent d'arriver. On m'a écrit. Sachez-le, on m'a écrit. Hier, dans L'amour et dans le pré, c'était le retour de Muriel, alias Mumu. Mumu qui est en séjour chez Pascal. Et Pascal, je vous cache pas qu'il est au bord du craquage. Regarde. Comme je tournais un petit peu en rond, j'ai été frappée à la porte de Pascal. J'ai ouvert toutes les fenêtres comme je fais d'habitude chez moi. N'oublie pas, demain matin, je te réveille à la même heure. Ça ne dérange pas. Le verre, il se met normalement à la pointe du couteau. Toujours. Ah bon ? Toujours à la pointe du couteau. C'est vrai que moi, j'ai un caractère assez autoritaire et je suis assez commandante aussi. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de le déranger. Des serviettes de table ? C'est toujours du verre. T'as pas des blanches ? Normalement, ça se met dans les verres aussi, mais bon. Il n'y a que ça pour l'apéro ? C'est juste. C'est à la pointe du couteau. De Dieu, nous de Dieu. T'as pas des blanches ? D'ailleurs, juste, c'est l'anniversaire de Didier Deschamps aujourd'hui. Bon anniversaire, mon Didier que j'aime. Et bravo hier, quel état d'esprit, quelle équipe, qu'est-ce que ça jouait bien. J'adore, je me suis régalé, bravo Didier. Voilà, même si cette compétition sert à rien, je me suis régalé quand même. Merci Didier, 2-1, c'était un bonheur. Et l'équipe était formidable, quel état d'esprit. Les gens étaient contents d'être là, contents de jouer ensemble, quel bonheur, quel état d'esprit, bravo. Et vous avez vu Colomani Quoi? Le meilleur buteur de l'équipe de France depuis le début de l'année. Oui. Et il joue pas au PSG. Parce que ils attendent. C'est bien le coach. Pas du tout. Qui met la mayonnaise quand même. S'il vous plaît. Franchement, il exagère. Hein. Oui, moi aussi. S'il vous plaît, allez mettre de l'essence dans le camion et arrêtez de m'emmerder. Un peu plus tard, Mumu s'est présentée aux amis de Pascal. Elle est hyper sûre de la suite de l'aventure. Elle est sûre. Pascal, un peu moins quand même. Regardez.
J'ai pris mes marques assez rapidement, puis si tout se passe bien, je vais rester un petit peu plus. D'accord. Voilà, je me suis organisée pour rester là un petit peu plus longtemps. Je suis quelqu'un d'organisé, de carré, de prévoyance. Un petit peu trop, je pense, non? Ça, c'est sûr. Mais bon, moi, je pense que c'est une belle rencontre. Hein, Pascal? Ouais. C'est pas la folie, quoi. Hein. On va pas se mentir. C'est pas comme hier, l'équipe de France, quel état d'esprit. Quelle folie. De son côté, Bruno a craqué sur Clémence. Le souci, c'est qu'il doit annoncer à Caroline qu'il la considère comme une amie. Ça, c'était un grand moment. Je vous cache pas que quand le bail sur lequel vous êtes vous dit que vous m'en friendzone, ça fait toujours mal. Je sais qu'ici, il y en a qui ont dû connaître ça. La friendzone. Guillaume, je sais que vous êtes un spécialiste. Son nom de famille. Regardez, ça va vous rappeler des souvenirs. C'est plus, ami. Ami, ouais. Oui. Je pense que ce qui fait mal, c'est le côté bon ami. J'ai pas fait, du coup, la démarche pour chercher un ami. C'était vraiment... pour rencontrer Bruno et espérer qu'il y ait feeling. Et c'est-à-dire que je serais peut-être une pote toute la vie pour tout le monde, en fait. Donc c'est un peu difficile, ouais. Bon courage. T'es une chouette personne, franchement. Je suis une bonne pote. C'est une bonne personne. Je m'en fais pas après la suite. Ouais, je suis une bonne pote. Et entre eux, quand même, comme c'est une bonne pote, il y a une bonne ambiance. Comme hier, la cohésion sur le terrain. Avec l'équipe de France. Vous voyez qu'ils étaient tous entre potes, que ça jouait bien. Didier Deschamps, il a fait une équipe vraiment soudée, j'aime bien. Vous avez vu l'état d'esprit incroyable. Géraldine, ça va adorer. Absolument, oui. Voilà, hier, c'était incroyable. Vraiment. Didier Deschamps, il a fait une équipe. Après, l'adversité n'était pas folle non plus. La Belgique, c'est très fort. La Belgique, c'est très fort. C'est une des meilleures équipes du monde. Du monde. Bien sûr, c'est une des meilleures équipes. Regardez le classement FIFA. Regardez le classement FIFA. Hier, ils n'ont pas été incroyables. Bah oui. Je vais vous dire. Ils nous ont pas battus depuis 5 ans, au moins. Non, mais ils nous ont peut-être pas jamais battus depuis 5 ans. Mais la Belgique est extrêmement forte et hier, il fallait gagner le match. Mais hier, il y avait un état d'esprit Didier Deschamps qu'il a insufflé à cette équipe. Merci. Vous voulez parler de Colomani? Très bon. Vous savez que c'est le meilleur buteur. Ouais. Il va jouer au PSG. C'est normal. Ah, il va jouer, ça y est? Vous savez pourquoi PSG sort pas toutes ses armes tout de suite? Ah ouais, c'est intelligent. Ils n'ont pas besoin. Inquiétez pas. C'est vous qui faites l'équipe au PSG? Non, par contre, c'est moi qui fais l'équipe ici. Je pense que vous avez plus Merci. En Haute-Saône, Karel, 41 ans, l'éleveuse de vaches et de volailles, a organisé une soirée. Elle en a profité pour parler d'amour et de romantisme. Enfin, au début, après, elle a bloqué sur une toute autre chose. Regardez. Le temps qu'on a passé ensemble est agréable. Et puis, il y a toujours un petit jeu de regard constant avec Claude. Dis-moi ton avis sur Claude. Alors, Claude, physiquement, c'est un bel homme. Il a du charisme, il parle bien, il est cultivé. On a plein de choses à se dire. Les fesses de Claude sont parfaites. Néanmoins, j'attends de voir le reste de la personnalité de ce charmant garçon. Alors, les femmes regardent souvent les fesses. Oui. Moi, par exemple, hier, quand j'ai regardé le match de foot, avec les Bleus, je regardais comme ils couraient, vraiment les fesses étaient bien galbées, les joueurs. Et vraiment, c'est grâce à Didier Deschamps, ça, parce que je pense qu'il les a fait travailler. Il y avait un bon état d'esprit ou pas? Il y avait un très bon état d'esprit. Oui, voilà, il y a un très bon état d'esprit. Vous voulez dire quelque chose? Oui, justement, Colomani, ouais. Donc la Belgique n'avait pas battu la France depuis plus de 40 ans, donc c'est pas non plus waouh. C'est pas parce qu'ils gagnent pas la France qu'ils sont pas forts. Non, mais je veux dire, c'était pas un adversaire pour la France de dingue. Didier Deschamps a insufflé un état d'esprit incroyable. Non, mais ça, j'ai pas dit le contraire. Merci. On termine avec Stéphane qui déjeune au restaurant avec ses 2 prétendantes. Et pendant la conversation, il a découvert le rôle de Colomani en équipe de France. Il a découvert le rôle de l'éducation nationale. Regardez. Comment vous travaillez dans quel domaine, si c'est pas indiscret, vous? Dans l'imagerie médicale. Et moi, je suis dans l'éducation. Pas nationale. Hein. Bah si, dans l'éducation nationale. Bah oui. Mais non, mais pas ça, mais pour moi, éducation nationale, c'est aussi plus la gendarmerie. Oh non. C'est dans le même groupe, en fait, l'éducation. Non. C'est pas s'appelle comment? C'est vraiment les profs. Mais pour moi, éducation nationale, c'était toujours la gendarmerie. Gendarmerie nationale. Ah, voilà, oui. Allez, bonne continuation, après ça va être froid. Lui, je l'adore. Il fait que rigoler, lui. Il adore, il est que là pour rigoler. Hein. Est-ce que vous aimez ce programme, Thomas Guénolé? Je le regarde pas, donc je saurais pas vous dire.
C'est sympa. Hein. Je vais pas vous raconter des conneries. C'est un des programmes les plus sympas de la télé. C'est très pro, on en parle tout le temps. Hein. Essayez de regarder, essayez de t'intéresser à ce dont on parle un peu. Waouh. Et d'être pro. Oh là, il est là sur les débats, c'est déjà beaucoup. Il est nul, il est chiant. Non, au moins, je suis pas d'accord. Alors là, franchement, arrêtez. Alors, et je le dis, Thomas Guénolé n'est ni nul ni chiant. oui, Alors, on peut pas, ça, tu peux pas dire ça. Autant sur les débats, t'es beaucoup plus nul et chiant que lui. Oui, vous, pas le mec derrière. Merci. Merci, Cyril. Oh, mais non, merci. Occupez-vous des textos que vous recevez de votre meuf. Merci. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Merci. Regarde. C'est vrai. Hein. Là, il y a un regard. Merci. Ça se payera, t'inquiète. Ah ouais. J'aimerais bien savoir comment. Un iPhone déjà pour commencer. Alors déjà, on dit un iPhone. Merci. Un iPhone, je vois pas ce que c'est. Continue avec les marques. Pour lui. Hein. Allez, une voiture de sport qui fait beaucoup de bruit. Un homme pète un câble en pleine rue à Nancy. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait. Le conducteur de la voiture faisait exprès de faire des grosses accélérations pour faire rugir son moteur, ce qui a provoqué la colère d'un passant. Regardez. Un million de vues. Regarde, 1 million de vues. Ah, franchement, Jean-Michel, on vous a reconnu. J'habitais là. C'est pas, c'est vrai, je sais. Il habitait à Cauny, il habitait à Nancy. Jean-Michel, oui, Gilles. Moi, je faisais ça avant, tout le temps. Quand des voitures passaient devant moi, je tapais au carreau, etc. etc. Et un jour, un gars est sorti, il m'a dit, je vais t'éclater. Et ma fille m'a parlé, je la remercie. Elle m'a dit, ne fais plus jamais ça. Oui. Je promis, c'est dangereux. Vous savez pas sur qui vous tombez au volant, il y a des gens qui peuvent s'énerver. Mais personne ne fait ça, Gilles. Personne tape comme ça? Bah non. Même le monsieur et moi? Bah vous êtes deux dingues. Si, moi je le fais des fois. Alors moi, je vous dis la Moi, je le vérité. fais des Vous savez fois. ce que je faisais moi avec un pote? J'avais un pote qui était très très nerveux. Ouais. Et je me rappelle, il conduisait. Et qu'est-ce qu'on faisait avec des autres potes? On se mettait derrière la voiture. Je vous jure que c'est vrai. Et pendant qu'il conduisait, par exemple, il était au feu. Et à un moment, genre, où il freinait un grenade, on mettait un gros coup en dessous, comme ça, passé par la fenêtre, comme ça. Et je me rappelle, il passait à la voiture, il faisait « Qui c'est qui a fait as? Qui c'est qui a fait as ?» Je vous jure que c'est vrai. Et il a jamais su que c'était nous, il va le savoir ce soir. Voilà, merci. Qui c'est qui a fait as, ouais. Mais je suis la seule à trouver que cette voiture de sport est d'une incivilité incroyable. Ah oui, oui, qu'elle mais soit je suis absolument d'accord. verbalisée. Alors moi, je veux dire, moi, les voitures de sport, pas les je déteste ça. Non mais le bruit, elle s'arrête pas au passage piéton, monsieur est sur le super passage dangereux, Bien sûr, c'est c'est super. insupportable. Mais moi, le bruit des mobylettes, là, les mecs qui font des trafiquer, voitures, là, c'est c'est insupportable. Trafiquer. Ah, mais vous savez que ça me rend fou. C'est J'ai une deux nuisance trucs qui me rendent sonore fou. insupportable. Les mobylettes et les moustiques. Franchement, ah ouais, les bruits. Quand Ah, le bruit du moustique, là, qui bzzz. et bien sûr les woke. Jean-Michel Apathy, tiens, s'en prend à Christine Kelly après son émission anniversaire. Elle fêtait les 5 ans de l'émission Face à l'info sur CNews. Avant de rendre l'antenne, elle s'est adressée aux téléspectateurs avant que ne retentisse le chant des partisans, la version de Léo Ferré. On va rappeler Gilles Verdès pour nos téléspectateurs. Parce qu'en fait, Christine Kelly a dit on est une émission de résistants. Ouais. Et donc, pour illustrer ça, elle a envoyé le chant des partisans, un peu en clin d'œil. C'était l'anniversaire. Voilà. Moi, ça m'a pas choqué, mais ça a beaucoup choqué Jean-Michel Apathy. Voilà. Exactement. Il s'est énervé. On va voir l'extrait. Ouais. N'oublie rien, vous êtes des résistants, vous qui nous regardez tous les soirs, des résistants de la liberté d'expression. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens... Alors, Jean-Michel Apathy a réagi. Jean-Michel Apathy, on ne le juge jamais, lui, il juge tout le monde. Ah oui. C'est lui qui... Non, mais... il passe et sa après, vie. alors, je vais vous expliquer. Jean-Michel Apathy, il attaque tout le monde. Il fait le malin sur les réseaux, il attaque tout le monde, il insulte tout le monde. Et dès que... Et il a appelé Géraldine Maillet aussi. Et après, il s'étonne qu'on lui réponde. Et après, il fait le Calimero. Il fait, ouais, on m'a... Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Voilà. Donc, moi, je l'ai appelé. Voilà. Et je lui ai dit ce que je pensais de lui. Et voilà. Donc, et derrière, donc il fait le malin. Et derrière, c'est vrai que c'est fou ça. Il a dit, paroles de Joseph Kessel et Maurice Druon, musique d'Anna Marley, le chant des partisans était en 1943 à Londres, est un acte de résistance au nazisme.
Le détournement de Christine Kelly est à mi-chemin entre l'outrage et le grotesque, mais quand même le grotesque l'emporte, non. Étonnant, non, comme d'habitude, son truc. Mais c'est vrai qu'il se mêle de tout. Oui, mais je vois pas le propos, c'est incroyable. En fait. Je vois pas l'attaque, grotesque, outrage. Pourquoi? C'est une obsession. Même en cherchant, je ne comprends pas du tout. Mais toute sa vie, c'est de tweeter sur C8 et CNews. En fait, son rêve, c'est d'être le CM du groupe Canal, Jean-Michel. Il ne fait que tweeter sur ça. Moi, il me fait de la peine un peu. Je me mets à la place. Moi, je réagis même plus ce qui me fait de la peine. Je le vois, il est. Moi, il fait quand même partie de l'équipe. Non, mais c'est un pauvre gars, c'est vrai. Moi, je réponds même plus, le pauvre, il me fait de la peine. Il est firhala, comme dirait Bertrand Wecker. Est-ce que vous trouvez pas ça problématique vis-à-vis de Quotidien? Il est dans le Quotidien. Moi, je suis la prod de Quotidien. Je dis, mec, arrête de tweeter tous les jours, de harceler. Imaginez, on a un chroniqueur ici qui défonce tous les jours. C'est sûr que moi, je le convoque. C'est sûr que je le convoque. C'est n'importe quoi. Mais bon, Jean-Michel Apathy, les mecs. Il n'existe plus. On va arrêter. On le fait exister pour rien. Le pauvre, voilà, on va le laisser faire ses trucs. Il est content de tweeter. Voilà, comme a dit Kelly, il est firhala. Voilà, non mais c'est vrai, il est firhala. Après, moi j'aurais bien aimé qu'il tweete aussi quand Christine Kelly se faisait menacer de mort en protection policière. Parce que non, mais il est question de ça. Quand elle parle de la liberté d'expression, c'est parce que quand on est journaliste aujourd'hui en France, parfois, en fait, c'est très dangereux et on risque pour sa peau. Concrètement, c'est ça qu'elle a subi, Christine Kelly. Et ça, malheureusement, il ne l'a pas dit. Bien sûr, bon après, voilà, les mecs, on va pas, n'attendez plus rien de lui. Non. Tout ce que moi, j'ai jamais rien attendu. Bah oui, non, mais je vous ai jamais demandé d'attendre quelque chose de lui. Il va pas vous offrir un cadeau. On va avoir une séquence qui a beaucoup fait parler dans les grandes gueules. Hier, alors qu'il parlait de la possible délocalisation d'Emily in Paris à Rome, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Un chroniqueur a lancé l'idée d'un Emily in Paris à Kaboul. Et vous allez voir, vous allez voir pourquoi ça n'a pas plu au maire de Trappes, puisqu'il a fait une vanne qui n'a pas plu au maire de Trappes, qui a réagi immédiatement. Regardez. Je pense qu'Emilie in Paris, c'est la suite logique. Elle voit ce qui se passe en France, elle se tire à Rome. C'est le bordel. Elle craque avec les voies de bus à Paris. Et elle s'en va à Rome, tout simplement. C'est bizarre, pourquoi ils font pas Émilie Cavaillon? Je sais pas, ça pourrait... Michel Barnier a Émilie Kaboul. J'aimerais bien voir Émilie Kaboul. Ça va durer un épisode. Hein. Je sais même pas s'il faut en faire un épisode. Émilie Kaboul, tournée à Trappes. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire le tournage. Voilà, alors... C'est une mauvaise vanne. Alors, le maire de Trappes, Ali Rabet, qu'on a déjà reçu ici, a dit: combien de fois avez-vous mis les pieds à Trappes, bande d'ignards? Vos rires gras, pleins de dédain et de morgue, n'insultent que vous-même. Ma ville est peuplée de travailleurs essentiels auxquels vous n'arrivez pas à la cheville, clown de plateau. Alors, c'est une mauvaise vanne, on est tous d'accord. Après, voilà. C'est du direct, il y a une mauvaise vanne. Exactement. Et moi, les grandes gueules, je le dis, heureusement qu'ils sont là. Ça en fait partie encore des émissions où il se passe des choses. Je suis désolé, les mecs. Et moi, je les adore, les deux, Marshall et Truchot. C'est des mecs bien. Et puis, alors, il y a des gens qui disent oui, ils n'ont pas réagi, etc. Les mecs, quand vous êtes dans votre direct, parfois, tu laisses passer une mauvaise vanne. Oui, on est tous d'accord ici. Et je pense que Marshall et Truchot, c'est les premiers à dire c'est une mauvaise vanne. Ils font du direct. Ils font je sais pas combien d'heures de direct par jour. Et ben à un moment, qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont pas dire à chaque fois oui, attention, c'est une mauvaise vanne. Je pense pas, Marshall et Truchot, je pense pas qu'ils pensent que la vanne du gars est une bonne vanne. Ils vont réagir. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et ils vont réagir demain. Je suis sûr que demain, ils vont lui dire ta vanne était mauvaise. C'est une vanne de merde, on est tous d'accord. Le maire de Trappes a bien fait de réagir. Bravo à lui. Moi, je trouve que bravo à Ali Rabet. Parce que je trouve que c'est bien en plus. Voilà, des maires qui mouillent la chemise. Donc bravo à lui. Je dis bravo à lui, à Ali Rabet, parce que c'est vrai que la vanne, elle est inadmissible. Après, c'était dans un truc de vanne. Émilie in Paris, c'était pas dans un truc, dans un contexte où vraiment c'était une actualité hyper chaude. Voilà. Donc après, il y a plein de gens qui leur sont tombés dessus. Moi, je le dis, voilà, les grandes gueules. Les mecs, heureusement qu'il y a encore des émissions comme ça. Je dis heureusement, et bien entendu, croyez-moi, on est tous ici d'accord pour dire que c'est une vanne de merde. Oui, bien sûr. Ah, on est d'accord, c'est une vanne de merde. Après, le problème parfois, c'est que quand on est en plateau et qu'on oublie les caméras et qu'on est à l'aise comme ces messieurs-là, on pense qu'on est en conversation dans notre cuisine et entre potes. Et je pense que même le mec qui l'a fait, il trouve que c'est une vanne de merde. Mais les grandes gueules vont lui dire. Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une vanne de merde. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Voilà, c'est tout. Voilà. Comme on a tous fait, on a tous fait une vanne de merde. Il a le droit de faire une vanne de merde et on a le droit de dire qu'elle est de merde. Et moi, ça me va très bien comme ça. Et on est les premiers à faire des vannes de merde. Et le maire a été nickel dans sa réaction. Voilà, je pourrais la signer telle quelle. Bravo le maire. Bravo le maire. Pas Bruno. Non, Ali Rabet. Le maire de Trappes. Non, Ali Rabet, pas Bruno. Le petit, là, s'il veut, il peut aller à Trappes à 6h, voir les gens qui courent après le RER pour aller bosser. Oui. Parce qu'il met une ville. Moi, je suis d'accord, la vanne n'est pas bonne. Mais il tape sur une ville, le maire a bien réagi. Bien sûr. Le petit, s'il veut, il peut aller à Trappes à 6h. Il va y aller, c'est une vanne. C'est pas un débat, mais c'est pour réagir. Il peut aller voir ce qui se passe à Trappes aussi. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Voilà. Merci. On va parler du scandale des arrêts maladie. Jean-Marc Morandini arrive à se procurer un arrêt en 5 minutes.
Gilles Verdez, une fois de plus, on vous met devant vos responsabilités, on vous met vraiment devant vos inepties, une fois de plus. Gilles Verdez qui nous dit qu'il n'y a pas du tout d'arnaque à la sécurité sociale. Pour Gilles Verdez, il y a de l'arnaque dans rien. Ah oui, il n'y a pas d'arnaque de la sécurité sociale, il n'y a pas d'arnaque de l'AME. D'ailleurs, on va parler de l'AME tout à l'heure parce que, voilà, je sais que vous adorez ça, je vais vous en reparler. Voilà, on rappelle l'AME, se faire recoller les oreilles, refaire le nez, mettre un Arnaud Grasse. Non, l'AME, c'est pour moi, ça. Ah oui, non, mais c'est les deux, vous inquiétez pas, je vous associe maintenant. C'est le tango et cash du wokisme. Donc Jean-Marc Morandini, il a fait quelque chose de très fort. Il a montré que pour 19 €, on pouvait se faire prescrire un arrêt maladie bidon de 7 jours sur Internet. C'est impressionnant. Regardez. Alors, Gilles Verdez, arrêtez de me regarder comme ça. Comment? Mal, tu le regardes mal. Avec respect et amour. Non, pas du tout. Non, pas avec amour. Faut me regarder comme si je suis une bête curieuse. Et j'étais une bête curieuse. Alors, regardez ce qu'a fait Jean-Marc. Par rapporter un wok en plateau, si vous continuez. Je suis allé sur Internet et j'ai voulu vous montrer comment ça s'est passé. Vous allez voir. J'ai tapé donc arrêt de travail. C'est le premier qui apparaît. Donc vous choisissez la maladie que vous souhaitez indiquer. Donc j'ai choisi migraine, quelque chose d'assez simple. Hein. On vous demande après de choisir votre symptôme. Donc c'est très pratique. J'ai mis fatigue. Est-ce que les symptômes sont apparus soudainement? J'ai mis oui. Est-ce que vous prenez des médicaments? J'ai mis non. Et là, vous voyez, c'est la fête. Hein. Vous recevez ensuite directement chez vous contre 19 €. 7 jours maximum. Donc j'ai pris le maximum, hein, tant qu'à faire. Et voilà donc l'arrêt de travail que j'ai reçu dans ma boîte mail avec les 3 exemplaires. C'est totalement surréaliste. Raymond. C'est fou. C'est scandaleux. C'est quand on vous dit que on marche sur la tête. C'est ça qui va pas. Maintenant, sur ton ordinateur, tu peux gratter un arrêt de travail. Avant, on avait les médecins. Ils ont supprimé les médecins. Il n'y a plus de médecins. Bien sûr. Il faut maintenant prendre des rendez-vous sur 3 semaines. Quand tu appelles, ils disent est-ce que votre enfant il est chez nous? Comment ça? Est-ce que votre enfant est médecin? Est-ce qu'il est client chez nous? Il faut être client maintenant. Non, j'ai pas le temps. Je te prendrai dans 3 semaines. Mais tu peux avoir un arrêt de travail comme ça de chez toi. Mais qui paye les arrêts de travail? Qui paye la sécurité? Je vais te dire un truc. Tout à l'heure, je pensais un truc. Je disais la France, c'est le pays où on aide les délinquants. C'est-à-dire que quand il y a des mecs qui font tout bien, les mecs qui font tout bien, ils se font toujours avoir à la fin. C'est sûr et certain. Par contre, les mecs qui fraudent, les mecs qui viennent, juste pour faire recoller les oreilles en France et pour qu'ils repartent après. J'ai eu un mec tout à l'heure, il m'a dit combien il y a de mecs qui se font domicilier en France mais qui habitent toujours dans leur pays pour avoir les aides. Combien il y en a? Et je veux dire, la fraude. Mais Gilles dit que c'est minoritaire. Vous ne vous rendez pas compte, je vous le jure que c'est vrai. Moi qui vais beaucoup sur le terrain en ce moment et j'interroge beaucoup de gens. Vous ne vous rendez pas compte, je vous jure, vous ne vous rendez pas compte l'ampleur de ce que représentent toutes ces fraudes-là. C'est aujourd'hui, c'est certainement ce qui nous met dedans, mais vraiment grandement. Alors après, mais c'est vrai que la France aussi, alors la France, bien sûr, mais comme j'ai vu là, le budget là, de la France, alors j'ai vu, ils ont dit finalement ils se sont trompés. C'est plus la dette, c'est plus 4% du PIB, c'est 6. Donc en fait, il y a 50 milliards de différence. Ils se sont trompés de 50 milliards, ça va, ça passe. C'est bon, mais on continue, les gars. On a donné 3 milliards à l'Ukraine il y a 10 jours. Là, on a donné 1 milliard, on avait rajouté 1 milliard pour l'AME. On rajoute des milliards de partout. Chaque fois, on trouve des milliards, je sais pas. Mais pour les agriculteurs, pour l'électricité, tiens. L'électricité, hier, j'ai reçu à la radio l'ancien président d'EDF. Il nous a expliqué, pour faire court, pourquoi on paye plus cher l'électricité. C'est pour faire plaisir à l'Allemagne. Parce que... Je vous explique. Plus de parcs nucléaires. On a s'aligner pour pas qu'ils soient. Exactement. On s'aligne sur l'Allemagne. Donc pour faire plaisir à l'Allemagne, on va mettre des boulangers à la rue, on va mettre des restaurateurs à la rue. Mais c'est bon, les Allemands sont contents. Les pains au chocolat, les croissants, c'est fini. On va manger du strudel. Pourquoi on s'aligne pas sur le prix du travail de l'Allemagne et pourquoi on s'aligne pas sur les impôts de l'Allemagne? Non mais nous, en France, on prend que les mauvaises idées. La France. Venez, on s'aligne sur le prix du travail des Allemands. La France, c'est le pays qui aide tout le monde, sauf les Français. Bizarre. Voilà, j'ai trouvé le nouveau slogan de la France. C'est venez en France, on aide tout le monde sauf les Français. Venez, Voilà, merci. Alors Thomas Guénolé, arrêtez de faire non, s'il vous plaît. Mais parce que c'est pas vrai, c'est pour ça. Ah mais c'est pas vrai, mais arrêtez. Vous connaissez les Français, Thomas Guénolé. Vous avez déjà aidé quelqu'un, Thomas Guénolé. Vous connaissez la situation des agriculteurs, Guénolé. On a l'un des systèmes de protection sociale les plus généreux au monde et vous dites qu'on n'aide pas les Français. Vous parlerez après avec votre veste de chasseur là. Mais j'irai à la chasse après. Allez-y tout de suite, même si vous voulez. Je vais vous dire, quand on fait venir des poulets ukrainiens, alors qu'il y a des éleveurs qui sont dans une merde noire, qu'on n'aide pas les éleveurs. Parce que par contre, sur l'agriculture, là, il y a des normes européennes. Mais nous, on en rajoute en France. Puis ça veut dire que les mecs, on les plombe encore plus que ce qu'il y a sur les autres pays. Quand je vous dis, on aide tout le monde, sauf les Français. C'est le slogan de ce pays. C'est-à-dire vraiment, j'ai trouvé le nouveau slogan. La France, le pays qui aide tout le monde, sauf les Français.
J'ai trouvé ce slogan aujourd'hui, j'étais très fier de moi. Je trouvais ça dans la voiture. C'est les travailleurs. Parce que vous en pensez. C'est pas que les Français, c'est les travailleurs en général. Non mais c'est ça. C'est pas que les Français. Même un mec qui n'est pas français, il travaille et on l'aide pas. Il est dans la merde quand même. Exactement. C'est pas que les Français. La France, c'est la France, c'est le pays de. Voilà, exactement. On aide tout le monde, sauf ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, on les aide pas. Ceux qui travaillent, vous inquiétez pas, ils travaillent. Mais il y a plein de mecs qui travaillent qui s'en sortent pas. Un agriculteur, il y a des agriculteurs, ils gagnent rien et pour la plupart, ils gagnent 600 ou 800 euros par mois. Les boulangers, ils s'en sortent pas. Personne s'en sort. Mais aujourd'hui, il y a des Gilles Verdez, il y a des Thomas Guénolé qui continuent à nous dire oui, mais on aide et on aide et on aide. Mais oui, on aide. Mais oui, on aide. Je vais vous dire ce que vous Il y a une êtes. branche entière de la Sécu, ça s'appelle les accidents du travail. Mais je vais vous dire les gens qui bossent sont pris en charge par la branche accidents du travail. Il y a plein de pays où ça n'existe pas. Thomas Guénolé, je m'en fous de ça. Bien sûr que ça, on le sait. Je m'en fous de ça. Bien sûr qu'on le sait, ça, Thomas Guénolé. Je vais vous expliquer quelque chose, Thomas Guénolé. C'est pas les accidents de travail. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise, Thomas Guénolé. Et je vais vous dire, Thomas Guénolé, vous êtes un mec, mais vous, je vous prends en 2 minutes, je vous embrouille en 2 minutes, Thomas Guénolé. Vous ne voyez pas toute la fraude qui est en France. Il y a des mecs qui profitent du système alors qu'il y a des gens qui travaillent. La fraude à la Sécu, c'est d'abord la fraude des cotisations sociales et non pas des dépenses. Vous l'avez dit. Vous aviez raison. C'est côté employeur que ça fraude le plus, vous le saviez. Mais si. Mais on s'en fout. Je vous parle de toute la fraude. C'est ceux qui ramènent le plus d'impôts sur le sol. Mais je ne dis pas le contraire. Sans les artisans, on est tous morts. Mais je ne dis pas le contraire. Je te dis juste que la fraude, c'est du côté des. D'abord du côté des employeurs. En disant ça, tu fais de l'idéologie. Non, c'est factuel, c'est la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dis. Arrêtez de dire c'est toujours factuel. Vous dites des bêtises, c'est factuellement à chaque fois. Bah alors c'est la Cour des comptes qui ment. Moi je veux bien. Mais écoutez-moi bien. Mais arrêtez avec votre Cour des comptes et votre Cour de n'importe quoi. Vous voyez pas qu'il y a de la fraude. Il faudrait mettre le nez dedans. Moi j'ai des Français qui me disent, ils savent comment. Moi je vais vous dire, vous avez vu cette histoire? Le mec qui touchait le RSA, qui avait 18 voitures. Vous l'avez vu ça ou pas hier? Il y a cette info qui est sortie, je ne sais plus combien il avait de voitures. Mais les mecs, ça c'est bien sûr un exemple parmi d'autres. Mais les mecs, mais vous vous rendez pas compte le nombre de mecs qui profitent du système? J'ai un pote qui habite en Thaïlande depuis 1 an et demi, touche le chômage en France. Mais bien sûr. Quand il répond aux offres, il fait croire qu'il est en France. J'ai des mecs que je connais qui habitent encore en Tunisie, au Maroc. Ils touchent les aides en France. Je les connais, ils me le disent. Et ils rigolent. Ils sont au téléphone. Ils disent t'as vu, c'est vraiment des cons les Français. Bah oui. Non mais ça existe. J'ai pas dit que ça existe pas. Mais tant qu'il y aura des Gilles Verdez et des Guénolé qui comprennent rien. J'ai pas dit que ça existe pas. J'ai dit que la fraude côté employeur est en fait beaucoup plus grave financièrement. Ça a été mesuré. C'est pas ma faute. Il faut arrêter toutes les fraudes. M'engueulez pas, c'est pas ma faute. Mais il faut arrêter toutes les fraudes, Thomas Guénolé. Arrêtez un petit peu. Ça, je suis d'accord. Thomas, t'es d'accord pour dire que cette facilité à avoir quand même un arrêt de travail, c'est énorme. Où tu m'as vu défendre ça? Moi, jamais. Non, mais on est d'accord. Bien sûr. Il y a une sorte de gabegie comme ça, on distribue de l'oseille comme ça qu'on n'a pas. Il faut qu'il y ait des contrôles. Dans un instant, on va parler de l'AME là avec mon ami Fabrice Divisio. L'AME, frottez-vous les mains parce que. Ouais, je vais pas vous rater là-dessus. Mais écoutez-moi bien, je veux dire, s'il y en a un de nous deux qui va pas nous rater, je peux vous dire que Thomas Guénolé, pour l'instant, vous les mettez tout à côté. Heureusement que vous n'êtes pas Colomani en équipe de France. Merci. Et d'ailleurs, vous êtes Colomani au PSG, vous. Merci. Excusez-moi, mais moi, je vois pas du tout le problème de ce qu'a fait M. Morandini. C'est du déclaratif. C'est incroyable. Bah, écoutez, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est un site de fraude. C'est un site de fraude. On n'en peut plus de vos phrases. C'est un site illégal. J'ai vu un site de fraude. Mais il est pas pour la loi, il est. Non mais c'est voir à quel point il est naïf parce qu'il a cru que c'était un vrai site. Mais non, c'est très bien fait seulement. C'est juste très bien fait. On en trouve de la fraude pour tout. Non, il croyait que c'était un vrai site. Mais non. Une fois de plus, tu défends les délinquants. Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas forcément tous des délinquants. Lui, il sait que c'est un site de fraude, donc il va frauder. Mais vous pouvez pas, Cyril, c'est lui qui fraude. Quand les aides de la CAF servent à s'offrir des Ferrari, Porsche et Audi, un couple a été condamné pour avoir abusé des aides de la CAF tout en menant un train de vie luxueux avec des voitures de sport. Gilles Verdez, et ça, il n'y en a pas qu'un. Gilles Verdez, arrêtez de défendre les délinquants. Je défends pas les délinquants. Défendez plutôt les Français, les gens qui travaillent, les immigrés qui viennent en France, qui ont travaillé, qui travaillent tous les jours et qui se tuent au travail et qui n'ont pas leur papier, qui n'ont pas de logements sociaux. Comme hier, les 200 migrants qui arrivent et qui demandent 200 millions de logements sociaux. Soraya, qui travaille avec moi depuis 14 ans, là, j'arrive pas à avoir un logement social. Elle travaille avec moi depuis 14 ans. Elle travaille tous les jours et elle est là et elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Donc arrêtez, Gilles Verdez, s'il vous plaît. Arrêtez de privilégier les glandeurs et ceux qui plombent la France, tout comme Thomas Guénolé. Parce que je fais. Qu'est-ce que j'ai dit moi là-dessus? Ouais, mais pour moi, c'est l'ensemble de votre carrière. Ah d'accord. Merci. C'est un jugement global. Okay. Oui, c'est un jugement global. Oui. Ok, d'accord. Sur les sans-abri, on réquisitionne. D'accord. C'est un César pour l'ensemble de votre carrière. C'est un César d'honneur. Voilà, je vous le dis. Bah oui, pour l'ensemble de votre carrière. Les deux, je vous le dis. Et si j'étais vous, je me ressaisirais très vite. Parce que vous êtes. On dirait Sarkozy, c'est flippant. Vous êtes au propos de tout ce que vous pensez. Pour moi. Là, ce week-end, si vous n'avez rien à faire, moi je vais aller faire un tournoi de paddle. Vous remettez en question de A à Z. D'accord. Et vous revenez lundi. Vous revenez lundi avec les idées claires. Parce que pour l'instant, vous êtes toutes les deux dans la spirale de l'échec
est dans la spirale de la fraude. Des verrues. Mais c'est des verrues. Bon, ça suffit là. Non, le dermatologue, là, il me fait chier. Non, pas les insultes. On va se retrouver dans un instant avec Fabrice Divisio. Vous allez voir, Fabrice Divisio va se... Merci d'être avec nous. Il est 20h22. Merci d'être là, les chéris. Je me régale. Hein. J'ai l'impression d'être avec des potes et de discuter et d'être avec vous le soir. Et je sais que vous êtes nombreux à réagir, bien entendu. Merci d'être là. C'est un moment de bonheur tous les soirs aux alentours de 22h20. Il arrive ou bien dans une gabardine en cuir, ou bien dans un petit blouson en cuir véritable, en cuir de vachette. Je suis très heureux de le voir tous les soirs. C'est un moment de bonheur. Vous savez, c'est comme quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, même si vous le voyez tous les jours. Oh. Et bien c'est ça que je ressens avec Fabrice Divisio. Fabrice, merci d'être là. Avec plaisir. Non, c'est pour moi que c'est le plaisir. Vous en êtes un autre. Merci. Le gouvernement fait marche arrière sur l'aide médicale d'État, puisqu'il devait augmenter l'aide médicale d'État, il devait rajouter 100 millions pour l'aide médicale d'État. Parce que forcément, il y a plus de gens à aider. Mais finalement, ils ont fait marche arrière. Je ne sais pas si c'est grâce à nous. Et Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé ce matin dans les 4 vérités de France 2, il a expliqué avec fermeté qu'il souhaitait transformer l'AME en aide médicale d'urgence. Bravo, Bruno Retailleau, bien sûr, en AMU, que pour les urgences. Je vous le dis, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Bien entendu. Faut-il supprimer définitivement l'AME? Oui. Pour, bien sûr, Guillaume Janton. Valérie Benaïm, on sait exactement ce qu'elle va nous dire. Elle va dire, oui, mais si on supprime l'AME, après, il va y avoir plus de gens dans les hôpitaux, parce qu'ils vont être plus malades, et puis après, ça va se transformer en AMU, et puis donc voilà. Donc c'est bien ce qu'on dit. Donc Valérie va dire comme nous, parce qu'elle va dire comme Bruno Retailleau, elle va dire, il faut mettre l'aide médicale d'urgence. Voilà. Merci. Donc juste pour les cas urgents. Isabelle, merci. Faites le bon choix. Parlez pas avec lui, Isabelle. Bon, bien entendu. Je veux entendre. Allez, on va entendre Jean-Michel, et après, bien entendu, Fabrice. Ce sera le rideau s'ouvre. Votre show commence. C'est à vous. La scène est à vous. Pour le moment, Jean-Michel. C'est d'une telle évidence. Évidemment qu'on ne va pas laisser un étranger qui est arrivé illégalement, qui est en train de mourir d'une péritonite, enfin d'une appendicite aiguë sur le trottoir. Évidemment qu'on ne va pas le regarder en disant qu'il crève. Évidemment que non. On va le soigner. Mais c'est l'urgence. Mais on ne va pas faire de détartrage comme veut Gilles, de recollement d'oreilles, de greffe de cheveux, et tous les consorts. Non. C'est pas dans l'AME, mais ça y sera bientôt si on vous laisse faire. Voilà. Donc il faut évidemment cantonner les aides à ceux qui en ont le plus besoin, les gens qui sont dans l'urgence, et réserver le reste à ceux qui sont légalement. Non, mais déjà, si on peut enlever 1 milliard, les mecs, je vous le dis, les milliards, on dirait qu'on les chie. Bien sûr. Il y a 3 milliards ici, 1 milliard là. Tiens, l'Ukraine, il y a combien? 3 milliards. Bah, ça, on va dire, va partir au distributeur. Il y a 1 milliard pour l'AME, il y a 1 milliard. Non, mais les gars, on trouve des milliards de partout. C'est tout. Et nous, et il y a des agriculteurs qui crèvent. L'EDF, ça va être un truc de fou, là. Vous allez voir ce qui va se passer avec l'électricité. Ça va être une folie. Mais il faudrait qu'ils nous trouvent des milliards pour aider les boulangers aussi, là, qui vont être mal, ou les restaurateurs. Mais non, voilà. Gilles Verdel, s'il vous plaît. Gilles Verdel, je vous adore. Mais c'est pas la peine de faire quand je parle. C'est pas la peine de faire. Genre, vous êtes d'accord avec vous? Oui, mais vous êtes d'accord avec moi. Mais Gilles Verdel, quand on est d'accord avec quelqu'un, il faut trouver des solutions pour pouvoir être d'accord. Sur l'agriculture, je suis d'accord avec vous. Mais oui, alors. Mais mettez oui alors, parce que l'argent, on va le trouver où? À l'Institut de Fatou? Merci. Bah oui. Non mais c'est vrai, merci. Baisse-toi. Baisse-toi, tu vas apprendre un truc. Ça, c'est une attaque en dessous de la ceinture, là. Non, pas du tout. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison, on l'a malheureux. C'est une grenade d'encerclement, ça. C'est une grenade d'encerclement, il a dit oui. Ceux qui mettent non, comment vous pouvez cautionner qu'on offre des milliards de soins gratuits à des gens qui sont étrangers et qui n'ont pas le droit d'être là, quand un retraité sur 3 exactement renonce à se soigner parce qu'il n'a pas les moyens. La dame là derrière, vous savez combien ils lui ont remboursé pour ses lunettes? Elle voulait quoi, 19 centimes? 19 centimes d'euros, ils lui ont remboursé pour ses lunettes. Et après, on va rembourser des anneaux gastriques et on va se repérer. Non, mais t'arrives en France, de toute façon, t'arrives en France, c'est extraordinaire. Tu te fais recoller les oreilles, on te refait le nez, tu mets un petit anneau gastrique, t'es beau gosse, tu vas squatter une maison, t'es tranquille. Merci. T'es bien, t'es pépère, mon frère. On a déjà eu cette conversation. C'est bon, on vous a pas demandé de réagir pour l'instant. On n'est pas dans la préférence nationale. C'est pas votre jour aujourd'hui. C'est la préférence étrangère. Il vaut mieux être étranger qu'être français, en fait. Étranger, t'as tout gratos, français, tu galères. J'ai dit, la France est le pays, c'est le pays, venez en France, on aide tous sauf les Français et ceux qui travaillent. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est on finira par brûler notre carte d'identité, faire croire qu'on est étranger, on parle pas français, on est mineur. Moi, je veux dire ça, je suis mineur et tout. Bien sûr. L'engagement social tout de suite, ça passera pas. On aura Fabrice tout à l'heure, bien entendu, en levée de rideau. Pour l'instant, Fabrice, on va écouter
On va pas tous les écouter. Hein, je vous le dis. On peut plus. Isabelle d'abord, ma chérie, ça me fait plaisir de te voir. Ben non, vous avez tout dit. Merci. Non, mais sincèrement, je suis entièrement d'accord avec ça. Merci. Et bien évidemment, qu'on ne refuse pas d'aider ceux qui ont besoin d'être aidés, qui arrivent sur notre sol. Et l'aide est d'autant plus institutionnalisée qu'il y a des accords entre nous et certains pays pour qu'on accueille leurs ressortissants. Des mecs, déjà, il faut arrêter de faire venir des gens si on ne peut pas les loger, on ne peut pas trouver de travail, et si on ne peut pas s'en occuper. Les mecs, c'est comme quand tu fais un enfant, tu te dis, je vais pouvoir m'en occuper, je vais pouvoir le loger, je vais pouvoir le nourrir. On essaye, en tout cas, les gens essaient de faire le maximum, et il y a des mecs qui travaillent et qui, pour les pauvres, n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Quand tu fais venir des gars, si en France, ils vont être malheureux. On va pas se mentir. Si tu peux pas les faire travailler, si tu peux pas les loger, si tu peux pas leur donner à manger, forcément, ils vont être malheureux. Donc c'est pas la peine qu'ils viennent. Non, mais on va pas se mentir. Voilà, c'est tout. Donc Gilles Verdez, arrêtez de faire ça, parce que c'est insupportable. Tout à l'heure, quand je vous regarde comme ça fixement, je me fais engueuler. Et là, je fais ça, je me fais engueuler. Je sais pas quoi faire, moi. Bah oui, me couper la tête. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Gilles Verdez. Je suis d'accord. Je regarde parce que je vous écoute. Tourne-toi. Il me regarde, je le dis aux téléspectateurs. Vous savez ce qu'il fait? Il me regarde, vous savez ce qu'il fait? Je le vois, j'ai dit c'est 10 aux 2 yeux. Je le vois, j'ai dit c'est 10 aux 2 yeux, Fabrice. Donc je le vois, il fait comme ça. J'ai dit c'est 10 aux 2 yeux. Oui, mamie. Je vais donner un tout petit exemple. Jean-Luc Delarue, sur qui on a beaucoup chié pour la drogue et tout ça. Oui. Il a fait venir à ses frais des petites filles d'Afrique pour les faire soigner qui avaient un problème cardiaque. Il les a logées, il a financé l'opération, il a financé le trajet aller-retour. Ouais. Il n'a jamais donné de grandes leçons à qui que ce soit là-dessus. J'aimerais bien savoir ce qu'ont fait Thomas et Gilles. J'aimerais bien savoir ce qu'ont fait Thomas et Gilles, à part nous pourrir la vie. Merci. Je peux vous répondre là-dessus. Oui, merci. On va demander d'abord à Gilles Verdez. Oui, vous dites, faut arrêter. Pas ce petit ton. Alors, l'arrogance. J'ai toujours été sympa avec vous. Avec brio, vous avez énoncé votre théorie formidable. N'essayez pas de m'embrouiller. Vous avez dit, arrêtons de les faire venir. On les fait pas venir, ils viennent. Moi, les gens que je connais qui ont eu l'AME, ils sont venus en bateau. Ils ont failli mourir. Il faut les faire repartir. On peut pas les faire repartir. On ne peut pas les faire repartir. On est obligé, même pour eux, ils sont malheureux ici. On les accueille par impuissance. Laissez-moi finir. Ils sont là. Vous avez entendu ce qu'a dit Debré ce matin chez Pascal Praud? Lui, il les faisait repartir direct en avion et ils étaient plus heureux après. Je vous le dis. Ici, ils arrivent et qu'est-ce qu'ils font? C'est des tragédies humaines, Cyril. Et cette tragédie... La seule tragédie humaine que je vois, c'est vous. Bon, si vous voulez, mais c'est des tragédies humaines. Ces gens-là, ils viennent pas se faire recoller les oreilles, c'est pas vrai. Ils viennent. Mais il y a des gens qui viennent qui sont. Je sors division. Non, mais tu fais pas une battle. Tu fais pas une battle de. Mais bien sûr. Il y a la battle de la vie. On a la chance d'avoir un pont. On a la chance d'avoir un pont. Merci Valérie Benaïm. On a la chance d'avoir un pont. Je peux vous énerver encore? Non, d'abord, je vais attendre Fabrice Division. Merci. Le problème, Gilles, c'est que. Ah voilà, et Thomas, à certains égards. J'ai encore rien dit. Je dis à certains égards. Vous êtes effectivement, d'une certaine façon, passé de l'angélisme au négationnisme. Il y a une forme de négationnisme de la réalité des Français, de ce qui se passe en France. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Fabrice, ne déconnez pas avec le mot négationnisme. Arrêtez, je veux dire, bon, arrêtez, c'est bon. Ça, c'est mon champion. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ne déconnez pas avec le mot négationnisme. Le fait est que. Mais là, vous avez compris. Dans quel sens il a dit? C'est la négation, si vous préférez. On ne déconne pas avec le mot négationnisme. Le fait est que. Je vais vous donner un exemple précis. Ma fille s'est fait opérer d'une opération un peu lourde de la mâchoire, il y a quelques mois. J'avais le choix entre le public et le privé. Ouais. Le public, c'était 1 an et demi d'attente. C'est ça la réalité. Le privé, j'y suis allé, ça a coûté 25 000 €. C'est ça la réalité. Là-dessus, on a été remboursé 2 000 €. Putain. Le reste, c'est à notre charge. Donc la réalité du système de santé, c'est celle-là. Donc plus vous avez de monde, moins vous avez effectivement un remboursement, et ce, surtout dans une pénurie organisée au demeurant de médecins. Mais je voudrais vous dire plusieurs choses quand même. Allez-y, dites-les. Premier élément, pourquoi les gens viennent en France? Vous avez parlé des gens qui viennent en France. Ils viennent pourquoi, les gens en France? Est-ce que vous savez quelle est la motivation? Chut, Gilles Verdez, laisse parler l'autre. On a la chance d'avoir un pont. Mais pourquoi? C'est le pont de la rivière Poix. Non, et bien ça représente à peine 10% des emplois. Merci, bravo. Bravo Gilles, merci. Il y a combien de Syriens là-dedans? Tu connais rien à rien. On a dit, effectivement, les étrangers viennent pour travailler où les Français ne veulent pas travailler. Là aussi, c'est faux. Parce que la France a le taux d'immigration de travail le moins élevé d'Europe. Encore 10%. Voilà. Contre 10 ou 14%, entre 10 et 14%, contre 30% au Portugal. Donc on a des gens qui viennent en France, pas pour travailler, qui ne viennent pas effectivement pour demander l'asile. Alors ils viennent faire quoi? Ils viennent faire quoi? Eh bien, ils viennent effectivement, notamment pour tout ce qui est vie privée, etc. Et dans ce qu'on appelle la vie privée, je termine, c'est pas mes chiffres. Il termine, c'est pas ses chiffres. Et dans ce qui vient sur la vie privée, eh ben, vous allez vous retrouver, notamment sur la demande de soins.
Parce que figurez-vous que, où nous ça vient cette histoire d'appel d'air de l'AME? Il y a un rapport de l'IGAS de 2019, de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, qui vous montre, qui vous montre quelque chose. C'est qu'ils ont constaté que vous aviez quand même chez les immigrés, et en particulier chez les gens sans papier, un taux très important de chimiothérapie, de soins très lourds en fait. Et ils ont constaté donc ce chiffre beaucoup plus lourd que pour la moyenne des autres malades. Et ils ont donc déduit, c'est là ça vient, l'IGAS s'est demandé s'il n'y avait pas un appel d'air et s'il n'y avait pas effectivement en fait une opportunité, disons-le comme ça, avec effectivement donc cet appel d'air de l'immigration. Vous ne pouvez pas nier ce point. Vous ne pouvez pas nier qu'un système généreux. Non, alors. Non, mais je vais le faire quand ce sera mon tour de parler. Je sais comment vous allez le faire. Parce que vous savez, une manipulation des chiffres telle que ça vous arrange. Ce rapport de l'IGAS. Bien sûr, quand lui en cite cet objectif, moi j'en cite c'est normal. Lui, il a une veste en cuir. Ce rapport a été écouté. Je crois les mecs en veste en cuir. Ce rapport a ensuite été contesté par les organisations de gauche, précisément. Mais le fait est que vous n'expliquez pas comment on se retrouve avec des soins plus onéreux et plus nombreux pour une catégorie de population. Bravo. C'est tout. Alors, on va pas les soigner, ces gens-là. On va écouter. Effectivement, ce sont les cas les plus graves. Bien sûr. Parce qu'ils ne viennent que pour les cas les plus graves et qu'ils ne se font pas soigner pour le reste. Vous reconnaissez que ce qui... C'est intéressant ce que vous dites. Non mais si. Mais vous raisonnez à l'envers. Non, je ne raisonne pas à l'envers. Thomas Guénolé qui nous dit à nous, vous raisonnez à l'envers, vous voulez que je vous dise, je prends ça comme un compliment. Merci Thomas Guénolé. Vous reconnaissez... On marche sur la tête, si je vous le dis. Franchement, merci. Thomas Guénolé qui nous dit, vous raisonnez à l'envers, c'est le plus beau compliment qu'on ait jamais fait. Merci Thomas Guénolé. Attendez. Merci. Je vois comme... 15% des Français. Attendez, mais il n'y a que Thomas Guénolé qui raisonne à l'endroit. Écoutez Thomas Guénolé, ce que dit l'IGAS. Le rythme de croissance des séances d'hémodialyse, de chimiothérapie, de radiothérapie est particulièrement élevé, plus de 10% par an pour les bénéficiaires de l'AME. Il peut poser la question de la capacité actuelle du système de soins, souligne les inspecteurs, donc ils soulignent qu'il y a un problème de capacité d'accueil du système de soins. Et parle d'une suspicion de migration pour soins. Il est fort comme le Roquefort. Migration pour soins. Non mais le système hospitalier, il est sous-financé, on est d'accord là-dessus. Migration pour soins. Alors attendez, on va entendre les arguments de Guénolé. Alors, merci. Plusieurs choses. Je vais essayer de faire long. Là, il va faire un exposé là. D'abord, on entend beaucoup. Là, je suis en 4e de B avec Madame Rougemont. On entend beaucoup avec votre prof de maths, n'est-ce pas, puisque j'ai sa veste. Donc, la prise en charge pour l'aide médicale d'État se fait au tarif de base de la Sécu. S'en fout. Est-ce que c'est clair ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ça veut dire que c'est pas le Club Med. Premier argument, zéro. Ça veut dire que non, c'est très important. Zéro. Ça veut dire que quand vous dites l'autoplastie, vous voyez, recoller les oreilles et compagnie, ça coûte entre 1700 et 5000 balles. Et ce qu'on va vous rembourser dessus, c'est en gros 190 €. Donc quand vous dites, on arrive, on se fait recoller les oreilles, on se fait de la princesse, c'est factuellement faux. Est une journaliste, Géraldine Bessner, et que je remercie pour cette information. Vous connaissez rien au système. Interrompu. Non, vous ne connaissez rien au système. Laissez-le finir. Vous ne connaissez rien au système de santé comme d'habitude. Vous parlez ce que vous ne connaissez pas. Là, ce dont vous parlez du tarif de convention. Le tarif de convention, c'est 90 balles. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous allez à l'hôpital public aujourd'hui, si lui, il m'interrompt quand il veut, moi, je peux pas. Il a le droit de vous répondre sur votre premier point, parce que vous dites une connerie. Des conneries devant 2 millions de spectateurs. Je l'ai pas emmerdé. Vous racontez des conneries devant 2 millions de spectateurs. Non mais, je veux dire, je me permets de vous rappeler que le remboursement à 190 balles, ça correspond à quoi ? Ça correspond au tarif de convention. Bien sûr. C'est-à-dire ce qui est normalement facturé par l'hôpital public. C'est ça. Mais bien sûr. Après, effectivement, si vous voulez faire soigner dans le privé, bien sûr que la différence est à votre charge. Non, donc racontez pas n'importe quoi. Mais déjà j'ai cité ma source. Justement, je l'adore en plus, Géraldine. Mais j'y viens. Mais premier argument, zéro. Deuxième élément, les dépenses. Oh là là, l'assurance, l'aide médicale d'État est en train de foutre dedans nos dépenses de santé, c'est faux. Mais nos dépenses de santé, nos dépenses de santé consacrées à l'aide médicale d'État, c'est 0,4% du total, c'est peanuts. Mais c'est 1 milliard. On a autre chose à foutre que de se préoccuper de 0,4% des dépenses de santé. C'est encore faux. Et enfin, si c'était vrai, cette histoire d'appel d'air, d'immigration, etc., il faudra m'expliquer pourquoi, quand l'Espagne a restreint et durci les conditions d'accès à l'aide médicale, l'immigration n'a pas baissé. C'est bien la preuve que c'est pas ça leur moteur. Alors Thomas Guénolé, maintenant, il a donné ses 3 arguments. Ça, je vais répondre à cette question. En bonus, nous ne subissons pas d'immigration massive. Je vais y répondre. C'est bon, parce que l'argument est réchauffé. C'est un élément de langage politique qu'on connaît bien à gauche. Laissez-le finir. Maintenant, je vais vous poser la question à l'envers. Le Danemark, il y a combien de morts dans la rue ? Merci, voilà.
Parce que le Danemark, il y a une aide médicale d'urgence. Exactement. L'Italie, il y a combien de morts dans les rues? Exactement. Il y a une aide médicale d'urgence. Voilà. Je vous en cite d'autres ou j'arrête là? Mais non, la Suède, effectivement. Fabrice, arrête de le ridiculiser. Non, Non, pas sur cette direction-là. Non, mais, pas sur cette direction. Danemark et Italie, je suis désolé. On a un rapport de l'IFRAP bien sur cette qu'il question. donne des vraies La infos. France est le pays, avec la Belgique, le pays le plus généreux en la matière. Et le pays le plus généreux avec la Belgique, c'est le pays le plus généreux. Donc j'attends de savoir. Et d'ailleurs, il se passait quoi pour l'AME? Il se passait quoi avant 2000? Les gens mouraient dans la rue? L'AME, elle date de 2000. Il se passait quoi avant 2000? Les gens mouraient dans la rue? Ça, c'est une très bonne question, Fabrice. Oui, ils mouraient dans la rue. Mais enfin. Des gens qui meurent dans la rue tous les ans, monsieur. Mais arrêtez un peu. Arrêtez votre sophisme. Non, mais regardez cette réponse. C'est du sophisme pur, ça. Il y a des gens c'est qui du meurent dans la rue sophisme. tous les ans. Vous êtes incapable de soutenir un débat. Non, monsieur. On a parlé hier de l'hébergement d'urgence, on a parlé hier des réquisitions de logement. Ne serait-ce que sur ce sujet-là, il y a des gens qui meurent dans la rue. Merci les deux. Excusez-moi, si vous élargissez le débat, ne vous plaignez pas de vous prendre une mandale. La vérité, c'est que vous êtes incapable de soutenir un débat. Et quand vous en êtes incapable, vous en arrivez à du sophisme pur. Nécessaire. Merci Jean-Michel Maire maintenant. Jean-Michel Maire, il m'a fait la tête d'un élève en 4e de B qui s'attendait pas à être interrogé. Non, attendez, Jean-Michel Maire. L'argument, il y en a qui meurent dans la rue, il y a des Français qui meurent dans la rue aussi. Bien sûr. Mais moi je suis pas Thomas Guénolé, vous nous saoulez. Arrêtez de parler sur les autres. C'est insupportable. Laissez parler Jean-Michel. Merci. Évidemment qu'on laisse il y en a qu'un qui a le droit de parler sur les autres, c'est Fabrice Division. Voilà. Ah d'accord, au moins c'est clair. On laisse personne mourir dans la rue et ceux qui meurent dans la rue, c'est des Français, des étrangers. Il y a plein de gens qui meurent dans la rue, voilà, des chefs, etc. Donc ton argument est complètement nul. Et puis mon argument, on faisait quoi avant 2000? Bien sûr, non mais Fabrice, personne ne vous a répondu, on faisait quoi avant 2000? Ils n'ont pas la réponse. Parce que vous avez posé la question piège. C'est tout simplement. Bravo à vous. C'est juste, ça fait 24 ans. Je le sais. Vous avez posé la bonne question, c'est tout. Vous leur avez cloué le bec, comme on dit. Non, je crois pas. Non. Si. Vous n'avez pas répondu à la question. Pour moi, vous leur avez cloué le bec. Mais pourquoi Géraldine un peu. Non, moi je suis d'accord avec Maître Divisio. Le problème, c'est que quand on parle de l'immigration et l'aide médicale d'État, en fait, moi je trouve que vous faites de l'idéologie. Non, mais on n'a pas le temps de faire de l'idéologie. Aujourd'hui, on est dans le concret et dans le pragmatique. Et vraiment, là, moi je suis pour l'aide médicale d'urgence. Et de la même manière, on est un pays exsangue, même si ça nous fait économiser 1 milliard. Mais c'est toujours ça de prix. On n'est pas un pays exsangue, c'est pas vrai. On est un des pays les plus riches du monde. Attends, pourquoi 8 ministres de la Santé 8 de droite et de gauche. Il y a la WOC qui arrive là. C'est vrai. Moi je vais répondre. Mais les ministres, c'est des nantis. Bien sûr. Mais attends, c'est intéressant. Il y a la WOC qui arrive. Non, mais je me pose la question. Il y a la WOC en overboard. J'aimerais comprendre pourquoi 8 ministres, c'est leur métier. C'est 8 ministres de la Santé qui sont et de droite et de gauche. Pourquoi ils ont fait. Valérie Benaïm, je vais vous poser une autre question. Il y a eu combien de ministres de l'économie qui sont succédés? Vous avez vu l'état de la dette? Donc les ministres, ils n'ont pas toujours raison. Merci Benaïm. Mais même Claude Évin est pour l'aide médicale d'État. Claude Évin, vous voyez, c'est le meilleur ministre de la Santé qu'on a eu récemment. Écoutez-moi bien. Excusez-moi. Pour moi, vu l'état de la France, il n'y en a pas un qui vaut le coup. Donc arrêtez. Claude Évin, non, déjà, moi je pense. Ni 20, ni 22. Non, mais moi je pense que je le sais parce qu'en fait, ils ont peur par l'acheter et parce qu'on a toujours peur d'être associé à l'extrême droite. Exactement. Bravo Géraldine. Pardonne-moi. C'est tout. C'est que ça. Ça n'a aucun rapport. C'est juste que c'est une réforme débile, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai toujours dit que j'avais jamais voté pour l'extrême droite. Merci, 94,4. Merci les téléspectateurs. Encore une fois, merci. Voilà. Une fois de plus. Ah là. Fabrice, merci. Vous avez tellement bien expliqué que vous avez fait 94%. C'est ça. Vous êtes vraiment un génie. Vous faites des cartons tous les soirs. Merci. Je peux vous ramener? C'est un plaisir. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler de Kylian Mbappé. On a toutes les infos. Je vous le dis, ça rebondit. Il y a son avocate. Alors forcément, son avocate, elle est allée sur TF1. Elle a dit non, mais il n'a rien à voir là-dedans, etc. Comme si un jour, un avocat allait dire oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Vous inquiétez pas. Merci. On va en parler dans un instant. J'ai toutes les infos. Je vous le dis, j'ai Michel Marie qui va arriver, la gueule en biais. Il y a GC, grosse coucougnette qui arrive aussi, le Big Glaoui. Vous allez voir, ça va secouer dans les calbutes, tout de suite. Merci. Il est 20h47, on est en direct. Pour parler people, sachez que moi j'ai une info people. Sachez que malgré nos débats houleux, j'aime Gilles Verdez. Je lui ai même envoyé un petit message hier soir. Ah oui. Mon avec chéri, des petits cœurs. avant de dormir avec. Ouais. Et j'aime Thomas Guénolé. Même si je suis d'accord avec eux sur rien. Bah, c'est pas le sujet, en fait. Et je les aime quand même. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Nous aussi, on vous aime. Je sais. Mais moi, je trouve que ce soir, je vous enverrai un petit message avec des cœurs avant que vous vous endormiez. C'est adorable, merci. Comme j'ai fait avec Gilles Verdez hier. Est-ce que vous voulez qu'on prenne une chambre? Non, merci, vous emmerdez pas.
Vous voyez, quand je vous dis que je suis d'accord avec lui sur rien. Voilà. C'est la démonstration. Allez, merci Michel Marie, plus beau que jamais, hein, lui. Hein. Merci. Playboy, invétéré. Hein. Quel pleuve, j'adore. Avec la petite chemise à carreaux, là. Bim, bam, boum. Merci d'être là. Merci. Bonsoir. Merci Fabien Lecoeuf, dit Big Laoui dans les milieux autorisés. Fabien, on a des petites infos à picorer d'abord à 20h48. Catherine Fro. Ça déjà. Eh oui, Catherine Fro qui triomphe en ce moment au Théâtre Marigny. Oui, merci. Mais qui est dans les cartons jusqu'ici. Parce qu'elle déménage, puisqu'elle vient d'acheter. Comment ça? C'est la meilleure info du monde. Et elle vient d'acheter. Non, il y a une info, regardez. Écoutez. Elle vient d'acheter l'appartement de Christine Bravo. Exactement, mais Christine Bravo, elle habitait pas sur une péniche? Non, elle avait un appartement. Oui, longtemps, mais j'adore Christine elle Bravo. avait un autre appartement. C'est ma vie. Évidemment. Christine Bravo, c'est ma vie. Voilà, je meurs pour Christine Bravo. Je l'adore. C'est pour moi, c'est la plus grande animatrice télé de tous les temps. C'est vrai. Ah, je le dis. Voilà, c'est la plus grande animatrice télé de tous les temps. Je meurs pour elle, mais elle habitait sur une péniche. Exactement. Mais elle a quand même un appartement dans Paris, donc elle vient de vendre cet appartement dans Paris. Mais c'est un peu la mode que les stars achètent les appartements des autres stars. Pourquoi? Il y a qui? On a Stéphane Plaza, par exemple, en 2018, il avait acheté l'appartement de Gérard Jugnot. Ah ouais? Ben oui. Par exemple, vous aviez Orlando, le frère de Dalida. Il avait acheté l'appartement de Marlène Dietrich. Lui, il a racheté. Vous savez ce qu'il a racheté? Il a racheté le studio d'Atchoum de cette Non, mais voilà. Benjamin Castaldi, il avait acheté l'appartement de Jean-Jacques Goldman, par exemple. Non, c'est vrai? Bien sûr. Benjamin Castaldi? Eh oui. Il a dû jamais le payer, alors Jean-Jacques Goldman. C'est à cette époque que Jean-Jacques Goldman avait chanté J'irai au bout de mes rêves. Et après, comme il savait qu'il n'allait jamais être payé, il a écrit Je marche seul. Merci, bien sûr. Mais surtout, Beyoncé et Jay-Z ont fait. Gisèle. Non, pas Gisèle. La pyramide. Je sais que Beyoncé était longtemps avec une pyramide. Jay-Z. La pyramide de Gisèle. Alors, vous savez, vous connaissez l'appartement de la rue du Cirque à Paris? Beyoncé et Gisèle? Non. Jay-Z. L'appartement, la rue du Cirque à Paris, vous savez, qui est parallèle au. Je connais très bien, j'habitais là-bas. Il y a des scooters là-bas. Eh bien, j'habitais rue du Cirque à un moment, c'était à côté de l'Élysée. Voilà, c'est là où François Hollande donnait tous ses rendez-vous avec. Je sais, j'habitais en face de chez François Hollande. Julie Gaillet. Je le voyais tout le temps passer en scooter, il me déposait des croissants. Alors, cet appartement était à vendre au mois d'avril cette année. Beyoncé et Jay-Z ont fait une offre. Jay-Z. Oui, ont fait une offre. Oui. Et puis, ils ont signé une promesse. Excusez-moi, juste une petite question. Vous êtes dans les people ou vous êtes dans l'immobilier? Je comprends pas en fait. Je connais bien la gardienne. C'est la forêt le gars. Je connais bien la gardienne. Faut être copain avec toutes les gardiennes à Paris. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et alors, ils ont fait une offre, ils ont signé une promesse. Quand ils ont appris que c'était l'appartement de François Hollande, enfin en tout cas loué par François Hollande pour Julie Gaillet, ils ont dit c'est synonyme de l'adultère même. On veut pas avoir que cet appartement nous porte malheur. Et ils ont bien fait. Parce qu'avant François Hollande et Julie Gaillet, il y avait un certain monsieur Touzet. Monsieur Touzet. Jean-Mi. C'était Jean-Mi. C'était l'appart Touzet. Il n'y a pas d'accord. Excellent. Monsieur, je pose la question, je suis dans l'immobilier moi aussi. Les Français veulent savoir. C'était le propriétaire de cet appartement qui est toujours à vendre, je vous signale. Il a habité 30 ans là. Et là... Avec Madame Durlututu, non? Non. Elle existe, hein? Non, c'était Monsieur Touzet. Elle existe, hein? Monsieur Touzet a vécu 30 ans dans cet appartement. Il avait vécu 30 ans et la concierge dit avoir vu plus de 300 femmes passer dans cet appartement. Quoi, dans l'appartement de Monsieur Touzet? Non, mais 15 par 15. On imagine bien. Hein. Non, une par une. C'est de là vient l'expression d'ailleurs. Hein. Voilà, Monsieur Touzet. Et donc, non, c'est pas tout à fait ça. C'était des femmes d'un certain âge et c'était un. Quand ils arrivaient devant Gilles Gardel, vous venez où? Je vais à l'appart Touzet, s'il vous plaît. Non, mais c'est où? Non, dans la rue du Cirque, toujours rue du Cirque. Et donc, en fait, une par une, c'était des femmes d'un certain âge qui. C'était un peu un gigolo, Monsieur Touzet. Si vous voulez. C'est pour ça. Bon, bref. Alors tiens, dans les cartons, il y a d'autres people encore. On a l'air Salamé en ce moment. Et on s'en tape. Non, mais quand même ils habitent le 9e en ce moment, le 9e arrondissement. Ah bon, ça vous intéresse pas? Non, pas du tout. Parce qu'ils sont dans les cartons jusque-là, ils déménagent. Mimi Mathieu, elle est dans les cartons jusque-là, mais il n'y a qu'un carton.
Ça, typiquement, le mec prise, non, c'est nul. Prise de confiance, il croit qu'il sort une bonne vanne. Et finalement. La vanne des GG, ça arrive à tout le monde en direct. C'est une mauvaise vanne, exactement. Mauvaise vanne, très mauvaise vanne, nulle. Et d'ailleurs, Jean Mimatic, j'adore, moi. Et je préfère être avec Mimatic avec toi. Merci, oui. Oui, alors, donc la famille Léa Salamé, Raphaël Glucksmann, ils sont en déménagement. Oui, mais il n'y a pas une autre info. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme Qu'est-ce que vous avez, Ingrid Chauvin qui s'est mariée samedi, là. Ouais, et alors ils ont eu des cadeaux, il y a 100 000 euros de cadeaux. Ah ouais, quand même. Alors des montres, des sacs, des maroquineries de marque, etc. Enfin voilà. Mais elle a fait Miss France ou elle s'est mariée? Non, elle s'est mariée. J'aime bien Ingrid Chauvin. Ouais, elle est formidable. C'est une belle histoire d'amour parce que ça c'est rare. Il s'était rencontré avec son mari qui est photographe, Philippe Varin. C'est lui qui était le photographe sur le Loft, sur Love Story, sur Starac, et c'est lui qui a fait le portrait de Nicolas Sarkozy en 2012 quand il a été élu, entre autres. Ils s'étaient rencontrés en 2002, sans plus, un petit coup de foot comme ça, mais rien. 20 ans, ils n'étaient pas libres, les deux. Non, évidemment, ça arrive. Ils sont pas libres. Et ils sont retrouvés en 2021, 20 ans après. J'ai l'impression en tout cas que Michel Marie est passionné par vos histoires. Il fait ses devoirs. Non, ça me passionne. Absolument. Et en fait, et c'est là qu'ils se sont retrouvés, ils ont fait une séance de photos ensemble, et là ils sont plus quittés, ils se sont mariés, donc ça me... Moi j'aime bien les histoires comme ça, qui rebondissent. Ouais, ça vous rappelle vous rebondissez. Bien sûr. Rapport aux attributs. À mon ami Kinvey, que j'aime. Ah oui, Kinvey. Alors là, il y a deux choses. Il a mis une vidéo sur YouTube. Sur YouTube. C'était pas une vidéo avec Jazzy? Non. Non. Et il a fait. Et hier, il a fait l'émission de Faustine Bollard. Oui. Et il a avoué avoir des idées suicidaires depuis qu'il est enfant. La dernière tentative de suicide, c'est sa sœur qui l'a sauvé, in extremis. Mais parce que c'est une nature à amplifier le bon comme le mauvais. Je l'adore ce mec. C'est un mec formidable. Il pense qu'il est mal entouré de gens qui sont toujours pessimistes autour de lui. Ouais, c'est vrai. Et puis surtout, il a la fascination de la mort comme tous les gens qui se suicident. Ils sont fascinés par ça. Comme Mike Grant. Ouais. Bah, entre autres, oui, Dalida et tant d'autres qui ont souhaité en finir. Donc voilà, il a fait cette confidence. C'est la première fois qu'il raconte son histoire. Merci. Ouais. Déjà 15-16 ans de carrière déjà. D'autres choses? Camaro. Camaro? Oui, 20e anniversaire cette année de Femme Like Up. Like You. Tube. Mais c'est toi le tube. Il n'y a qu'un tube ici, c'est toi. Femme Like Up. Non mais sans rigoler. Non mais attends. Même ma grand-mère, elle le sait, ça. Non mais attends, Femme Like You. Bah oui. Mais elle a quel âge ta grand-mère? Ah, ma grand-mère, elle est, j'espère, un peu plus vieille que toi. Non. Personne n'est plus vieux que lui. Merci. Non, mais Femme Like Up. Ouais. Femme Like You. Oui, alors c'est le 20e anniversaire. C'est un single qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, 1 million d'albums, ce qui est quand même énorme. Moi, je l'ai connu à l'époque, Camaro. Il s'appelait Cyril Camar, en 97. Ouais, c'est vrai, ouais. Il avait 20 ans. Il faisait partie d'un groupe, LMDS. Ouais, merci. Mais il était déjà prometteur. C'est lui qui a monté son label avec 60 artistes, dont Scheim. Et alors, c'est lui, l'auteur-compositeur, entre autres. Bah justement, j'ai envie de dire, et alors Bon, dernière info. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, oui, qui a eu 90 ans le 13 octobre. Ah ouais, quand même. Elle a parlé d'Alain Delon cette semaine dans Le Parisien. Et parce qu'elle a dit qu'à la disparition d'Alain Delon le 18 août. Je pensais pas qu'aujourd'hui on avait passé de Camaro à Nana Mouskouri. Oui, mais c'est ça justement. Ah merci. Ouais. Et alors, elle s'est confiée au Parisien pour dire que finalement la mort d'Alain Delon a été si traumatisante que quand elle a perdu sa maman. Pourquoi? Parce que d'abord quand elle était jeune, toutes les jeunes filles de sa génération étaient amoureuses d'Alain Delon. La première fois qu'elle est allée au cinéma voir Rocco et ses frères. Ah, pas si Freddy. Hein. Non. J'ai évité. Ouais, parce que, Rocco et ses frères. Et après, elle l'a rencontré seulement en 63. Et elle lui avait offert ce que personne ne sait dans la vie d'Alain Delon. Et peut-être que ses enfants ont retrouvé une médaille dans une des poches des vestes d'Alain Delon. Elle lui a offert une petite médaille avec un ange. Et il l'a gardée toute sa vie. Merci. À chaque fois. Ils ont même fait un duo ensemble sur une chanson de Léo Ferré. Merci. Rutebeuf. Vous connaissez pas la chanson? Rutebeuf, la chanson. Rutebeuf. Non, Rutebeuf. C'était pas avec les boucheries Bigard. Pauvre. Non. Rue Marbeuf. Pauvre Rutebeuf, c'est une grande chanson de Léo Ferré. Merci. Très bien. Non, c'est bon, les vieux là, c'est bon. Merci. Et merci. On va parler de Kylian Mbappé dans un instant, bien entendu. Avec toutes les infos, je vous donnerai mon avis là-dessus. Gilles Verdez, déshabillé, humilié, obligé de manger des détritus, le calvaire d'un collégien agressé par 2 adolescents. C'est terrible. Il voulait en fait défendre une camarade qui était harcelée. Exactement. Et à la sortie des cours, il y a 2 jeunes de 14 ans qui se sont précipités vers lui, vers ce collégien,
qui l'ont menacé en représailles et ils ne se sont pas contentés de le menacer. Ils ont sorti un couteau. Ils ont obligé la petite victime à les suivre à l'écart. Et là, coup de poing, coup de pied, ils l'ont déshabillé. Il a été obligé de s'accroupir. Ils l'ont forcé à manger des détritus, des glands, toutes sortes de détritus. Et ils ont filmé, pour l'humilier, ils ont filmé la scène et diffusé la scène sur Instagram. Volonté d'humiliation. Donc le collégien... On les a attrapés, ces abrutis? Oui, le collégien a été traumatisé. Et d'abord, il n'a pas osé parler. Et puis finalement, il a parlé à ses parents, qui ont très bien réagi. Ils ont porté plainte. Alors le jeune collégien est psychologiquement très atteint et les 2 agresseurs ont été placés en garde à vue. Le parquet avait demandé une mesure très ferme. Mais en fait, ils font simplement l'objet d'une mesure éducative provisoire. Je trouve ça très léger, d'autant que ça les me poursuites... rend fou, ça. Mais oui, les poursuites, c'est menaces et violences en réunion. Mais moi, un truc comme ça, lui, il a été traumatisé à vie. Moi, je veux qu'il soit traumatisé à vie aussi. Ah, je vous le dis. Et c'est pas ce qu'ils leur ont mis là qui va les traumatiser à vie. Du tout. On est d'accord, hein, Thomas. Oui. C'est inadmissible. D'autant qu'ils avaient déjà été exclus d'un lycée. Faire bouffer aux gens, la placer en tôle, ça me paraît évident. Je suis d'accord avec vous. Là-dessus, il a raison, Thomas. Franchement, c'est bien qu'ils le disent, Thomas. C'est inadmissible. Le gars, il est traumatisé à vie, le petit. Ouais. Eux aussi, ils doivent être traumatisés à vie. Je suis désolé. Je suis désolé. Eux, là, ils vont faire les malins, vous croyez quoi, là? Ils vont faire les beaux, parce qu'ils vont retourner après, ils vont dire, ouais, on a eu un truc. Au contraire, ça va être un fait d'armes pour eux. Donc, c'est pas leur première fois. Déjà des problèmes de comportement, déjà virés d'un établissement scolaire. Moi, je les aurais virés, je m'en serais occupé, je peux te dire que ça ne serait pas passé comme ça. Tiens, Gilles Verdez, un homme prêt à tout pour retrouver ses 475 millions d'euros. Alors ça, c'est incroyable. Ah bah oui, là. Il avait fait fortune dans les bitcoins à l'époque. Il avait mis ça sur une clé USB. Un jour, il fait du rangement chez lui. Il trouve 2 clés USB. Et il est persuadé que l'une contient les bitcoins et que l'autre contient rien. Malheureusement, il met ça à la poubelle, celle qui contient les 475 millions. Et il met ça à la poubelle, il s'aperçoit de son erreur. Mais sa compagne de l'époque a déjà mis les sacs à la décharge. Donc depuis, ça se passe au Pays de Galles, à Newport, depuis, il n'a de cesse de vouloir fouiller la décharge. Parce qu'il est persuadé que la clé contenant les 475 millions est dedans. Seulement, le conseil municipal de la ville lui a dit... D'abord, vous n'avez plus droit à rien. Et s'il y a des fouilles, ce sont nous qui effectuons les fouilles. Et donc, les 475 millions seront pour nous. Non. Oui. Donc, il s'est bardé d'une armée d'avocats. Il a fait un deal. Il a dit, je vous donne la moitié, je vous donne 70%, je garde juste un peu. Mais le conseil municipal ne cède pas. Pour le moment, il a tout perdu. Et il dit que les 475 millions vont se transformer en milliards. Non. De nombreux milliards. Oui, c'est bon. Parce que Jean-Michel le sait, le bitcoin va prendre une valeur incroyable. Bientôt monter. Parce que comme c'est une monnaie virtuelle, voilà, le seul moyen de prouver qu'on l'a, c'est des codes secrets. Et les codes secrets sont regroupés, qu'on veut les retrouver, sur une phrase de récupération. C'est une phrase qui contient entre 12 et 24 mots, avec plein de mots comme orchidée, fraise, voiture. Ce serait pas facile. Il faut connaître. Si vous connaissez pas, s'il faut arriver, pour prendre l'oseille, il faut prendre tous les mots. Et si vous vous trompez sur un des mots, vous le mettez au pluriel n'importe quoi, vous perdez. Et il n'avait pas sa phrase. Lui, il n'avait pas sa phrase de récupération. C'est incroyable. Oui. Et quand on fait des fouilles, par exemple, tout ce qui est à moins d'1 mètre, ça vous appartient. Au-delà d'1 mètre, si on vous fouille, on vous c'est la loi. Quand vous avez un trésor dans votre jardin, s'il est à 1,10 m, il vous appartient pas, il appartient à l'État. S'il est à 80 cm enterré, il vous appartient. Ah, c'est fou, ça. Bonne info. Non, il est bon, attention. Faut pas enterrer votre il est bon sur les tailles. Non, mais c'est vrai, sur les tailles, il est incollable sur les tailles. Il est incollable sur les tailles. Tout ce qui est taille, c'est un monstre, c'est un monstre. Les chéris, on va parler de cette affaire dont on a beaucoup parlé ici sur C8. C'est l'INSEE. En mai 2023, l'INSEE se suicidait après avoir été victime pendant des mois d'harcèlement scolaire. Et il y a un énorme rebondissement aujourd'hui, puisqu'elle avait écrit une lettre, l'INSEE, et on a appris quelque chose aujourd'hui, enfin ce week-end, et ça s'est confirmé aujourd'hui, Michel Marie. La lettre, c'est « Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces, je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. J'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Faites attention à vous, faites attention à Maëlys, je vous aime, au revoir. » C'est cette lettre qui était restée sous le matelas de l'INSEE. Elle s'est suicidée le 12 mai 2023. Ses parents, enfin sa mère et son beau-père, ont retrouvé cette lettre. Il y a bien évidemment entre-temps une enquête et on s'aperçoit que ce n'est pas l'écriture de l'INSEE. Donc à partir du moment où ce n'est pas l'écriture de l'INSEE, on peut se poser la question de savoir si elle n'a pas été assassinée. Donc l'enquête doit trouver le scripteur de ce petit mot. Et en réalité, elle la mentionne en disant « Faites attention à Maëlys ». Il s'avère que c'est Maëlys qui a
rédigé cette lettre. Et elle a été entendue récemment et elle explique qu'elle a rédigé cette lettre parce que son amie Lindsay n'était pas en mesure de le faire. Elle était en pleurs, elle était en tremblement et elle voulait à tout prix faire bouger les choses. Et de façon un peu naïve, Maëlys, parce qu'elle a le même âge, c'est-à-dire 12 ans ou 13 ans, n'a pas mesuré la gravité de la situation et elle lui a simplement fait promettre de ne pas passer à l'acte, ce que Lindsay a fait. Et en réalité, elle est malgré tout passée à l'acte. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que effectivement, c'est Maëlys qui a rédigé cette lettre d'adieu. Et là, on décrit tout un échec collectif parce que les parents ont déposé des plaintes à de nombreuses reprises. Le directeur de l'établissement a été prévenu, le principal a été prévenu, les plaintes au commissariat de police. Mais ça, je veux dire, pour vous dire, on a oublié tout ça encore. Ça, c'est encore une affaire qu'on a oubliée. Ça rebondit aujourd'hui, mais c'est comme l'histoire de Tila. On va oublier, on va passer à autre chose. Tous les jours, on passe à autre chose. C'est comme Philippines, on passe à autre chose. Et on va avoir un nouveau drame qui va arriver dans une semaine. Et on va dire, ah bah non, ça se reproduira. Et on a 4 gamins plus un majeur, 4 mineurs plus un majeur qui ont été interpellés, mais tous sont laissés libres. Eux, ils sont tranquilles chez eux, certainement en train de nous regarder. Tout va bien. Pendant que Lindsay n'est plus là avec sa famille. Ils l'ont gâché, ils n'ont plus de vie. Et dernière information, aucun représentant de l'école ou du rectorat n'était présent aux obsèques. Bravo à eux, une fois de plus. Mais c'est incroyable. Quand je vous dis qu'on vit dans un pays, mais c'est horrible. Un pays où ils se plantent tous parce qu'ils veulent pas, ils ont peur qu'on change les notes, que leur établissement ait des mauvaises notes. Il n'y a aucune humanité. C'est devenu, mais c'est une horreur, ces gens-là. C'est une horreur. Et je voudrais juste ajouter une petite chose. Le harcèlement, qui était un harcèlement à la fois sur les réseaux sociaux et puis également physique à l'école, le harcèlement continue depuis le suicide de Lindsay. Maintenant, c'est Maëlys qui est harcelée. C'est également les parents qui sont harcelés sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le suicide de cette gamine n'a finalement servi à rien. Ouais, c'est vrai, exactement. Procès de Mazan. On va faire rapide là-dessus puisqu'on a le gros dossier Mbappé avec des infos qui viennent de tomber encore une fois. Là, il y a un instant sur Kylian Mbappé. Sur le procès de Mazan, au profil d'un autre accusé déjà condamné pour le viol de sa fille. Oui, alors on a Mohamed. Mohamed, il a 70 ans aujourd'hui, je suis perdu dans mes fiches, il a 70 ans aujourd'hui et il est venu donc témoigner à la barre. Lui, il est poursuivi pour des faits de viol qui remontent au 6 mai 2019. L'enregistrement, puisque tout fonctionne avec les vidéos, c'est comme ça que tous ces gens se sont fait arrêter. L'enregistrement dure 37 minutes, la scène de viol dure 37 minutes. Et lui, aujourd'hui, clame son innocence en disant que le mari lui a offert sa femme et qu'il ne comprend pas ce qu'il fait dans ce box des accusés. Mais le box des accusés, il les connaît bien parce qu'il a déjà été condamné pour le viol de sa fille, qui avait 14 ans, en 1999 pour des faits de 1991. Et il a été condamné à 5 ans de prison. C'est tout. Et les faits donc en lien avec l'affaire Mazan. 5 ans de prison pour le viol de sa fille. Très peu. Alors qu'il devrait être, pour moi, c'est perpétuité. Ah oui. Et puis les faits qui remontent, donc faits commis en 91, qui sont jugés en 99. Et donc il a évidemment pas fait ces 8 ans de détention. Comme d'habitude. Catastrophe. Non, franchement, c'est dramatique ce qui se passe. On va parler maintenant de Kylian Mbappé, puisque c'est le gros dossier du jour. Alors, Kylian Mbappé, c'est vrai que Kylian Mbappé, il y a eu c'est un truc de fou, même au niveau de la popularité. Ça a dégringolé. Oui. Il y a eu plusieurs éléments. On va revenir bien sûr sur l'affaire là, qui le touche aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu pour moi, la première étape, c'est Naël. Oui. Ouais. Quand il a réagi sur Naël, le petit ange. Là, c'est ensuite, il y a eu cet été, quand il a pris position lors des élections et qu'il a pris position plusieurs fois. Ouais. Là encore, ça a été compliqué. Ensuite, il y a eu l'affaire du Paris Saint-Germain, forcément. Voilà, pour les gens, il y a eu pour beaucoup de gens, c'était un manque de loyauté envers le Paris Saint-Germain. Ensuite, donc, il y a eu l'équipe de France où ça se passait mal en équipe de France. Ensuite, et où il dit ça m'est égal ce que les gens pensent. Voilà. Je m'en fous en tant que capitaine. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Et c'est mal passé. Exactement. Et aujourd'hui, ça continue, ça rebondit pour Kylian Mbappé. On va revenir sur tous les éléments et on va tout vous expliquer de ce qui s'est passé. Déjà, Kylian Mbappé, on va le rappeler parce que ça part de là. Il devait donc
joué en équipe de France 2 matchs, un contre Israël, un contre la Belgique. Il a dit, et Didier Deschamps a dit qu'il le laissait se reposer puisque Kylian Mbappé était un petit peu blessé. Malheureusement, quelques jours après, il joue avec le Real Madrid pendant 70 minutes environ. Donc, il est blessé pour l'équipe de France, il n'est pas blessé pour le Real Madrid. Derrière, comme c'est ce qu'on appelle la mini-trêve internationale, puisqu'il y a des matchs internationaux, Real Madrid ne jouait pas, donc il est parti à Stockholm, en boîte de nuit, etc. Il fait ce qu'il veut. Hein. Et ensuite, il est parti en Corse aussi, pour se détendre. Pendant que l'équipe de France jouait, et comme il ne jouait pas, il a le droit d'aller se détendre. Derrière, il y a cette histoire qui s'est passée en Suède. Alors, il y a 2 volets dans cette histoire. Il y a ce qui se passe avec le PSG et ce qu'il a dit, et le tweet qu'il a mis sur le PSG, et l'histoire en elle-même. On va d'abord parler de ce qui s'est passé avec le PSG, après on parlera de l'histoire en elle-même. Puisque hier, il y a l'info qui sort comme quoi, dans l'hôtel où était Kylian Mbappé, à Stockholm, il y aurait eu un viol et la police enquêterait. Et derrière Kylian Mbappé tweet, c'est encore un coup de... c'est le PSG qui a fait ça. Fake news comme par hasard, quoi. Une news comme par hasard, la veille de l'audience qui sont en litige de 55 millions, comme vous l'avez précisé. C'est ça, hein, Gilbert. Oui, absolument. Il accuse le PSG, en fait, d'être à l'origine de l'affaire. C'est-à-dire d'avoir manipulé. Alors, ça paraît gros. Le PSG, tout de suite, dit « Nous avons notre honneur, nous ne répondrons même pas ». Et en fait, à l'aune des événements qui se produisent aujourd'hui, ça paraît très gros, cette contre-attaque. Alors, il estime que le PSG, dans le passé, a pu l'espionner, vouloir interférer dans sa vie privée, etc. Mais crier fake news comme ça, à la veille d'une audience devant la commission paritaire de la Ligue, qui doit régler le contentieux des 55 millions d'euros qu'il réclame au PSG, ça paraissait bizarre. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est pas du tout le PSG. Ça paraît en fait totalement à côté de ce qui se passe. Alors, justement, on va parler maintenant de l'affaire Kylian Mbappé, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont arrivées. Guillaume a des infos, Géraldine a des infos, Gilles a des infos et Michel a des infos. On démarre par qui? Par Gilles. Alors donc, Mbappé est à Stockholm, et à Stockholm, dans l'hôtel où il y passe 2 nuits, il organise une soirée. Apparemment, le restaurateur de l'hôtel choisit pour cette soirée que des jeunes femmes ou des femmes puissent rester. Elles doivent mettre le téléphone dans une pochette et il y a une soirée dans une salle. Voilà. Le lendemain, une des jeunes femmes va porter plainte, se rend dans un hôpital en fait spécialisé dans le soin des personnes violées. Là, elle dit, elle cite le nom, elle dit « J'ai identifié Kylian Mbappé comme auteur du viol ». Quoi ? Elle dit ça ? Elle identifie Kylian Mbappé quand elle va porter plainte. La police ouvre une enquête sans citer le nom de Mbappé. Parce que c'est incroyable ce que vous dites là. La police n'a pas donné le nom d'Mbappé, même aux médias, ni la justice. Absolument. C'est un journaliste, un média. Non, mais sois précis quand même. Oui, ça, elle a raison, Géraldine, sois précis quand même. La plaignante, c'est très important et on respecte sa parole, mais il y a quand même une présomption d'innocence. Exactement, je suis complètement d'accord avec vous, Géraldine Maillet, et moi... Là, on a l'impression que tu dis que la police a dit que non. La police, pour l'instant, n'a pas donné le nom de Mbappé. Attention, c'est la source. Michel. Non, je vais essayer de redresser la situation. Cette jeune femme, se plaint effectivement, et tu as raison, d'avoir été violée. Et les journalistes suédois disent qu'elle a prononcé le nom de Mbappé. Ça n'a rien à voir. Donc, la police n'a pas encore donné ce nom-là, ni la justice, ni la procédure. En revanche, ni la justice, ni la police n'a mentionné le nom de Kylian Mbappé. Et je précise, juste avant sur un plan juridique, en Suède, les choses se passent un petit peu différemment qu'en France. Il y a 2 niveaux de gravité, de culpabilité, enfin de suspicion. C'est raisonnablement suspect ou probablement suspect. Raisonnablement suspect, c'est le plus light, le plus léger. Et pour l'instant, d'après toujours les journalistes suédois, ils considèrent que Kylian Mbappé serait raisonnablement suspect de ce viol. Exactement. Mais ce sont les propos du journaliste de Stockholm, ce ne sont pas ni de la police, de la ni de la justice. Mais ça a rebondi encore tout à l'heure parce qu'il y a eu une info qui est sortie et qui dit que si Kylian Mbappé était resté à Stockholm, qu'est-ce qui serait passé? Oui. Non, c'est une procureure en fait suédoise qui s'occupe de l'affaire, qui est réputée pour être très sérieuse et très discrète sur les affaires. Donc effectivement, elle n'a pas cité le nom d'Mbappé, mais elle n'a pas démenti non plus. Il y a 2 médias locaux. Le quotidien Expressen et Aftenbladet. Donc il y en a un qui est considéré comme sérieux, l'autre comme un peu moins sérieux, qui disent que Kylian Mbappé est directement visé. Il y a des vêtements qui ont été saisis dans la chambre aussi, un vêtement masculin, un vêtement féminin. On parle d'un pantalon noir et d'une culotte pour faire toutes les analyses. Et Mbappé, lui, il est rentré à Madrid. Il s'est même entraîné hier et aujourd'hui avec le Real.
Et le Real le soutient pour l'instant. Et ils sont tous les deux dans cette espèce de théorie du complot contre le Paris Saint-Germain. Et il y a un journaliste, Cyril d'Expressen, journaliste d'investigation, donc d'un média suédois, qui a dit, donc ça n'engage que lui, que Mbappé, normalement, aurait dû être placé en détention. Et il a ajouté, nous sommes sûrs à 100% que c'est le suspect, sans l'ombre d'un doute. Voilà, c'est un journaliste d'Expressen. C'est très récent, ça. Je vais vous dire les infos que j'ai, moi. Absolument. Moi, je vais vous dire, d'après les infos que j'ai, Kylian Mbappé n'est pas impliqué directement dans cette affaire. Donc, je pense que les Suédois et la presse suédoise, j'ai l'impression que c'est des sacrés gugus aussi. La presse suédoise, ils en font des caisses, ils se disent, on va essayer d'en faire des caisses. Pour moi, des infos que j'ai, Kylian Mbappé n'a rien à voir là-dedans. Il était là, donc elle a cité Kylian Mbappé, mais il n'a rien à voir dans cette histoire. Et je vais vous dire, je ne vois pas du tout, connaissant un peu Kylian Mbappé et connaissant un petit peu comment il fait attention à tout, Kylian, je ne vois pas Kylian Mbappé, alors qu'il doit jouer en équipe de France, aller à Stockholm pour aller faire n'importe quoi. Donc, qu'elle l'ait vu à l'hôtel avec une banque, etc., oui. Je pense vraiment, après ce n'est que mon avis, je ne vois pas un instant Kylian Mbappé commettre... je vous le dis, alors après je peux me tromper parce qu'on a des surprises, mais je vous le dis, je ne le vois pas aller en Suède pendant qu'il doit jouer en équipe de France pour aller faire de telles choses. Et je pense qu'il est et elle a vu Kylian Mbappé, tranquille, peut-être qu'il était dans l'hôtel, il était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment, mais je ne le vois pas impliqué directement dans cette affaire. Et je pense que la presse suédoise en fait des caisses. Voilà, je vous le dis, en fait des caisses et justement veut faire croire que c'est Kylian Mbappé, ce qui est extrêmement grave, mais que Kylian Mbappé est juste un gars qui était là, mais qui n'a rien à voir dans l'affaire. On en reparlera bien entendu demain de cette affaire, parce qu'on a d'autres infos, notamment Géraldine. Entendu, mais moi je vous dis voilà ce que je pense. Non, mais d'autant plus que quand aujourd'hui les joueurs de foot de cette envergure ont des rapports jamais de la vie. Avec des filles, c'est très très balisé. Il y a des caméras de surveillance, il y a même des gens qui sont aux portes pour écouter ce qui se passe. Ça se passe comme ça. Si Kylian Mbappé fait ça, c'est que vraiment j'arrête le métier. Oui, voilà, je vous le dis parce que après je peux me tromper, hein, bien entendu. C'est que mon avis. Le connaissant, tout est possible, exactement. Tout est possible. Mais je pense que c'est son entourage. Je dirais peut-être plus son entourage ou des gars qu'il a rencontrés là-bas. Mais en tout cas, si viol, c'est extrêmement grave, mais je ne le vois pas directement impliqué. Après, on va laisser l'enquête se faire et on aura d'autres infos demain. Merci à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite, film sur CNews.